Notre monde va-t-il bientôt s'effondrer? La décroissance est-elle la seule voie possible? Existe-t-il des indicateurs moins pourris que le PIB? La fusion nucléaire sera-t-elle une énergie miracle? Voilà quelques questions qu'on se pose aujourd'hui avec Thibaut Hatché. Bienvenue sur le Futurologue Podcast, le podcast pour comprendre les enjeux de demain. Salut Thibaut et bienvenue sur le podcast. Salut. Ok, magnifique. Alors du coup, pour commencer, je te propose un petit peu de te présenter, notamment ton parcours et puis ce que tu fais professionnellement aujourd'hui. Ok. Professionnellement, je suis ingénieur, diplômé d'une école d'ingénieur en énergie et environnement. Donc, j'ai étudié, on va dire, la prévention de la pollution, notamment industrielle. Et puis, une fois que la pollution est arrivée, comment on la traite, comment on la gère. Et sur l'aspect énergétique, un petit peu comment concevoir un mix énergétique, comment l'équilibrer. Et puis, toutes les questions réglementaires autour, notamment des énergies renouvelables. Donc ça, c'est un peu mon diplôme, mon background universitaire. Et ensuite, depuis que j'ai commencé à travailler, j'ai travaillé pour des entreprises comme Engie. J'ai travaillé pour le CEA, donc le commissariat aux énergies, l'énergie atomique et aux énergies alternatives, pendant 2 ans. Et ensuite, depuis maintenant 4 ans, je suis un peu plus côté business. Je travaille à l'international, je fais du business development, donc c'est un peu plus éloigné, on va dire, de mon expertise technique. Mais en parallèle de ça, j'ai participé à un groupe de travail du G20 qui s'appelle le Y20 et dont la vocation finalement c'est d'amener des jeunes un peu du monde entier autour de la table, donc 3 jeunes de chaque pays du G20, 60 jeunes en tout, pour rédiger un communiqué et un communiqué qui est ensuite remis à la présidence du G20. Donc moi mon année c'était il y a 2 ans, c'était l'Italie. Et donc voilà, donc dans le cadre de ce communiqué, j'ai été en charge des problématiques, des enjeux liés à l'environnement et à la planète, donc ce qui m'a donné l'opportunité pendant 1 an de réfléchir avec d'autres jeunes du monde entier dont c'était la spécialité. Voilà, donc finalement un ingénieur qui a travaillé dans les énergies, dans l'environnement, et puis qui aujourd'hui s'implique un petit peu dans un cadre politique mais apolitique, c'est-à-dire pour aucun parti. Voilà, j'essaye de faire avancer quelques idées et puis de participer à la discussion. Excellent. On va aborder un petit peu chacun de ces points au fur et à mesure de l'interview. Et du coup, pour commencer, j'aimerais te poser une question du coup sur la théorie de l'effondrement, la collapsologie. Peut-être, déjà, étant donné que c'est un mot, disons, assez galvaudé, peut-être définir ce que c'est. Et puis, est-ce que tu y crois? Qu'est-ce que tu penses, toi, de cette théorie de l'effondrement? Ok. Alors effectivement, qu'est-ce que c'est la théorie de l'effondrement? Alors, ce que j'ai fait, moi, c'est que j'ai regardé un petit peu ce que disait Wikipédia sur le sujet, et une définition qui paraphrase un petit peu ce que j'ai trouvé sur Internet, ça serait que la théorie de l'effondrement, finalement, c'est l'étude d'un possible effondrement de la civilisation thermo-industrielle. Donc, ce qui est intéressant, c'est que c'est un domaine d'étude qui concerne donc l'effondrement potentiel de la civilisation, étant donné que la civilisation est définie comme thermo-industrielle, donc finalement, c'est un truc qui est assez intéressant à discuter, on aura l'occasion d'en discuter, mais thermo-industriel, pour moi, je le comprends comme étant la société, la civilisation basée sur la consommation de pétrole et de combustibles de fossiles. Et donc, voilà, peut-être que la première pensée qui me vient en tête, moi, quand j'entends parler de la théorie de l'effondrement, et c'est un petit peu aussi ce qui est, enfin, c'est complètement d'ailleurs même ce qui est intrinsèque à cette définition-là, qui est, c'est-à-dire, donc la théorie de l'effondrement, ça définit l'effondrement comme le processus irréversible à l'issue duquel les besoins de base, eau, alimentation, logement, habillement, énergie, donc finalement tout ce qui fait qu'aujourd'hui on a le confort moderne et puis une espérance de vie assez élevée. Voilà, donc tous ces besoins ne sont plus fournis à un coût raisonnable. Donc c'est-à-dire que pour l'essentiel de la population, c'est inaccessible. Et donc voilà, ce n'est plus fourni à un coût raisonnable à la majorité de la population par des services encadrés par la loi. Alors, il y a beaucoup de choses à dire sur cette définition. Donc, la première, c'est effectivement, elle part du postulat que aujourd'hui notre civilisation, elle repose entièrement sur la consommation d'énergie fossile, ce qui est pas faux du tout. Et donc, ce champ d'étude se dit, le jour où il n'y a plus de combustible fossile, et qu'est-ce que finalement il restera de notre civilisation? Et donc, on peut imaginer qu'il y a un progrès technologique nul, c'est-à-dire qu'à situation identique, a priori, si on enlève le pilier sur lequel toute notre civilisation est basée,
C'est pas improbable qu'effectivement la civilisation s'effondre. Parce que Ouais. quand tu dis que la civilisation est basée du coup sur les énergies fossiles, Oui. en gros, ça représente quoi aujourd'hui ces énergies fossiles par rapport au reste? En termes de consommation d'énergie, je sais plus, mais c'est extrêmement majoritaire. On doit pas être loin de 80-90%. Alors, il y a un truc aussi intéressant à dire ici, c'est qu'il faut faire la distinction entre la consommation d'électricité et la consommation d'énergie. En France, on consomme une majorité d'électricité issue du nucléaire, mais par contre, l'essentiel quand on regarde à la quantité d'énergie qu'on consomme, c'est-à-dire une fois qu'on a regardé le chauffage, qu'on a regardé les transports, qu'on a regardé tout ça, en fait, finalement, la part du pétrole et du gaz, voilà, compte pour beaucoup plus. Et il y avait une campagne de pub géniale, absolument fantastique, que j'ai vu passer il y a pas très longtemps sur Internet, où en gros, c'était le lobby des énergies fossiles aux États-Unis, qui ont fait une campagne de pub pour en gros lutter contre toutes les mesures liées au changement climatique, etc. Et en disant le pétrole c'est génial, le oil and gas c'est génial. Et dans cette vidéo, ils te montraient tous les exemples dans notre vie de tous les jours qui dépendent, en gros tout ce qu'on fait dans la vie de tous les jours qui dépendent du pétrole et du gaz. Bon, en fait, c'est tout quoi. Que ça soit nos écouteurs, nos vêtements, la nourriture qu'on mange, les emballages dans lesquels la nourriture est conditionnée, nos moyens de transport, enfin tout, en fait. Essentiellement tout, aujourd'hui, sont soit des dérivés du pétrole, soit produits grâce à la consommation de ressources fossiles. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, en fait, on peut dire, si on essaye de raccrocher les wagons, aujourd'hui, on peut dire qu'on est vraiment dans une civilisation thermo-industrielle, parce que l'essentiel de toutes les activités modernes qu'on fait sont basées sur la consommation de pétrole et de gaz. Pour ceux qui veulent en savoir plus un peu sur ce sujet, je sais que quelqu'un en France qui est très connu, qui parle beaucoup de ce sujet, c'est Jean-Marc Jancovici. Et bon, je vais pas le paraphraser. Pour ceux qui veulent creuser un peu ça, allez écouter ce qu'il dit. Et voilà. Donc, effectivement, aujourd'hui, le postulat de base, c'est qu'on vit dans une civilisation thermo-industrielle. Et la grosse question qui se pose, c'est qu'est-ce qui se passe quand il n'y a plus de pétrole? Et donc, la théorie de l'effondrement, elle dit, quand il n'y a plus de pétrole, tout s'effondre. Et donc, du coup, tous les services qui aujourd'hui sont assurés grâce à ça disparaissent. Et du coup, dans ta question, il y avait aussi une autre dimension, c'était est-ce que je pense, quels sont un petit peu, est-ce que je pense que ça risque d'arriver? Et il n'y a pas de baguette magique, je suis pas sûr d'avoir une opinion arrêtée sur le sujet. Je trouve qu'il y a des idées intéressantes à considérer quand on se pose cette question-là. La première, c'est celle la plus simple à comprendre. C'est ce qui se passe. Alors, c'est pour ceux qui ont eu des cours de SVT au lycée. Il y a un exemple qu'on nous présente assez rapidement, c'est des lapins sur une île déserte ou des bactéries dans une boîte de pétri. Donc, en fait, en gros, c'est une espèce biologique, un être vivant qui est dans un environnement fini. Donc, une boîte de pétri, une île déserte. Pour les humains, ça serait la Terre. Et donc, dans cet environnement fini, par définition, il y a des ressources finies. Et donc, ce qu'on voit, c'est que la population, la population des lapins et des bactéries, elle augmente de manière exponentielle. Elle atteint un plateau et ensuite elle s'effondre. Donc en fait, tant qu'il y a des ressources à disposition, on consomme les ressources. Pour les humains, le pétrole. Grâce au pétrole, on a pu accéder à une agriculture hyper productive, on a pu accéder à des tas de ressources, notamment qui nous ont permis de développer des médicaments, d'améliorer l'expérience de vie, de réduire la mortalité infantile. Résultat, hop, la population explose. Une fois que la population a son maximum, elle va consommer toutes les ressources. Et qu'est-ce qui se passe une fois que les ressources qui ont soutenu la croissance de la population disparaissent? En tout cas, quand on parle des lapins et des bactéries, ça s'effondre. La question, c'est pourquoi ça serait différent avec les humains? Il y a des éléments de réponse à ça. La technologie, ok. Mais dans l'absolu, la technologie, c'est conditionnel, alors que la disparition des ressources, elle est certaine. Donc voilà. Donc, effectivement, ce point-là, ça permet d'illustrer que, se poser cette question-là, c'est légitime. C'est pas, ok, il y aura plus de ressources, c'est très théorique. Non, c'est que le jour où il y a plus de cette ressource, quand on regarde la courbe d'évolution de toutes les espèces vivantes dans les mêmes situations, c'est la disparition. Enfin, c'est pas la disparition, mais c'est concrètement un effondrement. Donc, retour à, je sais pas moi, peut-être 2000 ans auparavant. Un autre élément qui vient supporter le fait que ça puisse exister, c'est que dans l'histoire de l'humanité, donc aujourd'hui on s'est dit, mon point c'était le parallèle est valable avec des animaux. Mais quand on regarde dans l'histoire de notre propre espèce, dans l'histoire de l'humanité, il y a des civilisations qui ont disparu déjà. Il y a l'empire Maya qui a disparu, l'empire Inca, l'empire romain pour d'autres raisons, il s'est un petit peu transformé, l'empire grec, etc. Enfin voilà, c'est des empires qui ont grandi, qui ont disparu. Les civilisations, dans certains cas, ont complètement disparu, dans d'autres cas, elles ont évolué. C'est aussi un point que j'aurai peut-être l'occasion de discuter plus tard. Donc finalement, ce qu'on se dit, c'est ok, on sait que c'est une question légitime,
parce que chez les animaux, ça se passe comme ça. Chez les humains, nous, on a déjà vu des civilisations qui ont disparu. Je crois que notamment des civilisations qui ont disparu à cause de certains changements climatiques. Je crois que c'est en Mésopotamie, où il y a une sécheresse qui a fait que l'empire là-bas, à cet endroit-là, il a disparu. Les empires Maya et Inca, je suis pas un expert, mais il me semble que pareil, il y a eu des problématiques environnementales et puis surtout l'arrivée des conquistadors. Et donc finalement une rupture. Alors c'est pas forcément un manque de ressources, mais ça a été une rupture technologique. Donc voilà. Et rupture technologique d'ailleurs comme on en a dans l'histoire de l'humanité, de manière plus récente, avec le développement de nouvelles armes qui sont beaucoup plus puissantes, etc., qui pourraient par d'autres moyens que celle de la disparition des ressources amener à l'effondrement de la société. Donc tout ça pour dire que oui, finalement, ça c'est déjà arrivé, ça arrivait régulièrement, ça pourrait arriver à nouveau. Enfin, je veux dire, ça serait pas la première fois. Et un autre élément aussi qui est intéressant, je trouve une question qui est intéressante de se poser, c'est celle qui est en lien avec l'équation de Drake, donc le paradoxe de Fermi, le fait que quand on regarde dans la galaxie, compte tenu du fait qu'il y a beaucoup de planètes habitables, il y a énormément de galaxies, il y a des milliards d'années, en fait, on devrait voir des espèces extraterrestres un petit peu partout. Et le fait qu'on n'en voit pas aujourd'hui, ça veut dire qu'il y a des espèces de potentiellement de filtres à des étapes du développement d'une civilisation qui font que les civilisations, en moyenne, ne dépassent jamais une certaine étape. Et donc peut-être que cette étape-là, ce grand filtre, comme ça s'appelle, il est peut-être devant nous. Donc finalement, oui, enfin c'est une question hyper légitime. En fait, moi je trouve que le meilleur moyen de prendre la question, c'est de se dire pourquoi nous, on s'affranchirait de toutes ces règles-là. C'est-à-dire que finalement, qu'est-ce qui ferait que l'espèce humaine est si spéciale, qu'elle ne s'effondre pas quand on voit que toutes les espèces animales dans les mêmes circonstances s'effondrent, que d'autres civilisations humaines ont fini par s'effondrer, soit par un choc technologique, soit à cause d'un choc environnemental. Nous, on a les deux en même temps. Et quand on regarde la galaxie, on voit que il n'y a pas de priori aujourd'hui, on n'a pas trouvé d'autres espèces intelligentes qui ont dépassé notre stade de développement. Alors, est-ce qu'on les aurait trouvées? Enfin voilà, c'est une question un peu plus vaste que ça, mais aujourd'hui on n'en trouve pas. Et donc voilà. Donc, pour répondre à ta question, ouais, question extrêmement légitime. Et donc, du coup, ce qui est intéressant, c'est pas de se dire, OK, c'est bon, on est foutu. C'est par contre, c'est de se poser la question, OK, c'est quoi les menaces existentielles, sur quoi elles reposent et comment on peut les mitiger, les compenser. Il y a aussi un exemple que j'ai donné un petit peu plus tôt, c'est l'exemple des empires grecs et romains. Donc, la civilisation grecque aujourd'hui, enfin, je pense qu'on peut tous accorder sur le fait qu'elle est disparue. Par contre, quand on regarde notre propre civilisation à nous, notre propre héritage culturel, il vient énormément de cette Grèce antique. Et puis c'est un peu pareil pour l'Empire romain, etc. Et donc en fait, une autre question qui est intéressante de se poser, c'est est-ce que le fait qu'une civilisation disparaisse en tant qu'entité reconnaissable, ça veut vraiment dire qu'elle a disparu ou elle s'est juste transformée en quelque chose d'autre? Et tous les deux, on s'est rencontrés justement à l'occasion des journées du transhumanisme à Paris, où on a eu l'occasion de parler sur une table ronde en commun. Et c'est une question que se pose le transhumanisme aussi, finalement. C'est est-ce que le progrès technologique va pas amener l'espèce humaine à évoluer? Et est-ce que l'évolution de cette espèce humaine-là, comme ça a pu arriver avec peut-être d'autres espèces extraterrestres ailleurs dans la galaxie, est-ce que finalement cette évolution-là va pas amener la fin de la civilisation humaine, mais donner naissance à quelque chose d'autre? Et dans quelle mesure on aura disparu ou on aura évolué? Enfin, voilà. Donc finalement plus de questions peut-être que de réponses, mais je trouve que cette problématique-là en fait, elle apporte pas vraiment de réponse définitive puisque le futur, c'est impossible à prévoir. C'est impossible à prévoir. Mais par contre, ça permet de se poser toutes ces questions-là. Moi, je trouve très intéressant. Ouais. Et justement, partant de ce constat, il y a des gens qui vont dire, justement, le futur est très compliqué à prévoir, mais on voit justement qu'en continuant un petit peu business as usual, il y a de grandes probabilités pour qu'on aille justement vers un effondrement. Et donc, pour éviter peut-être cet effondrement, ou peut-être même pour d'autres raisons, pour limiter notre impact sur les autres animaux dans la nature ou ce genre de choses, il faudrait comme ça un petit peu limiter justement l'impact qu'a l'humain sur son environnement. Et donc, pour ce faire, il y a un concept qui a été beaucoup mis en avant, qui est celui de la décroissance. Le fait comme ça d'avoir peut-être moins de biens matériels, mais tout en gardant malgré tout un certain confort de vie,
peut-être enlever déjà la grande part d'inutile, évidemment, qu'on a dans notre vie, pour garder les choses utiles, et puis peut-être des choses aussi qui ont plus de sens, du travail qui a plus de sens, etc. Donc finalement, peut-être une civilisation qui serait moins matérielle, mais plus peut-être même plus sensée qu'aujourd'hui, où c'est vrai qu'on voit tous les jours à la télévision des pubs qui nous disent consomme pour être heureux. En gros, c'est toujours un peu ça le message. Donc finalement, qu'est-ce que t'en penses, toi, de ce paradigme de la décroissance? Est-ce que tu penses que c'est quelque chose de plutôt souhaitable ou pas spécialement? Est-ce que tu aurais des critiques à lui faire? Alors, première question, c'est décroissance de quoi? Tu l'as un peu sous-entendu au début, tu as parlé du PIB dans ton introduction. Donc la première question que j'ai envie de poser, c'est oui, de quelle décroissance on parle? Parce qu'on peut parler de la décroissance du PIB, mais est-ce qu'on pourrait pas parler aussi de la décroissance du niveau de vie en termes de qualité de vie? Est-ce qu'on peut pas parler de la décroissance de l'espérance de vie? Est-ce qu'on pourrait pas parler de la décroissance de la consommation énergétique? Enfin voilà, donc pour moi c'est important de se poser la question déjà de quelle décroissance on parle pour savoir déjà en fait est-ce qu'on n'y est pas déjà en pleine décroissance et surtout est-ce qu'on peut avoir une décroissance par exemple économique et PIB sans avoir une décroissance de l'espérance de vie, de la qualité de vie, ce genre de choses. Donc ça c'est des questions qui je pense sont intéressantes à se poser. Si on parle du PIB comme c'est le plus communément admis, est-ce que la décroissance, enfin, ça devient très difficile quand on parle de PIB parce que le PIB c'est la production de richesse, mais la richesse c'est une convention. C'est-à-dire que nous on s'accorde entre nous sur ce que valent les choses. Et donc si aujourd'hui les choses qui ont de la valeur sont des choses qui ont consommé beaucoup d'énergie pour être produites, on pourrait imaginer que demain on redéfinisse complètement le concept de richesse en passant par exemple dans une économie complètement virtuelle ou artistique ou culturelle ou n'importe quoi, où finalement on décorrèle la création de richesse telle qu'on la considère de la consommation énergétique. Et auquel cas, on pourrait tout à fait imaginer avoir une croissance du PIB infinie, si tant est qu'elle est complètement décorrélée de la consommation des ressources à la base. Donc c'est jamais complètement physiquement possible, mais en première approximation, on peut imaginer que l'approximation tienne, quoi. Par contre, par exemple, pour donner un exemple concret, on pourrait se dire, au lieu d'aller faire un voyage à Bali, et tout d'un coup, on évolue technologiquement, on a des métavers, et puis on peut mettre un casque de réalité virtuelle, et puis faire comme une sorte de voyage à Bali, mais virtuel, qui du coup consommerait beaucoup moins de CO2, aurait beaucoup moins aussi d'impact sur la nature là-bas, les déchets, etc. oui. Donc, a priori, on pourrait se dire que ça pourrait, dans une certaine mesure en tout cas, parce que il y a quand même beaucoup d'objets matériels qui seraient très difficiles d'enlever. Donc, dans une certaine mesure, on pourrait comme ça avoir un certain découplage, quoi, entre le PIB et puis les impacts qu'on a sur la nature. Oui, voilà. Et c'est vraiment ça, exactement. T'as vraiment mis le doigt dessus, quoi. C'est-à-dire que si demain, au lieu de faire un voyage de temps en temps à Bali et de cramer des tonnes et des tonnes de CO2, en fait, on va faire donc un voyage qui va coûter une certaine somme d'argent, parce que c'est vraiment ça le PIB, au final, c'est l'argent qu'on a dépensé. Donc, au lieu de faire un voyage qui va coûter une certaine somme d'argent, on va pouvoir faire beaucoup plus de voyages qui, tous mis ensemble, vont avoir coûté la même somme d'argent, mais peut-être que le fait d'avoir fait tous ces voyages virtuels aura coûté beaucoup moins de CO2, enfin d'équivalent CO2, que le voyage physique. Et ça, donc pour dire, c'est quand même pas totalement sûr parce qu'il y a justement ce qu'on appelle l'effet rebond qui fait que quand on diminue comme ça la quantité d'énergie et combien ça coûte pour faire une chose, souvent on a tendance à le faire de plus en plus. Par exemple, on voit ça avec les voitures où on a diminué la quantité d'essence qu'il faut pour faire 100 km, mais pourtant l'émission totale qu'émet les voitures par année ne fait qu'augmenter. Oui. Alors c'est pour ça que oui, effectivement, ça c'est valable si en fait la consommation en équivalent CO2 de ton voyage virtuel est complètement négligeable. Enfin, en gros, même si tu passais ton temps à voyager, tu pourrais pas consommer autant d'énergie. En fait, voilà, et c'est vraiment là où justement, c'est ce que je disais, et c'est vraiment là où il faut insister, c'est que la croissance du PIB infini n'est possible que si tu découples complètement la croissance du PIB, la production de valeur, de la consommation énergétique. Et ce qui aujourd'hui n'est pas du tout notre modèle économique. Et effectivement, tu as raison, c'est que, alors c'est un autre sujet, mais effectivement,
à chaque fois qu'on a baissé la consommation énergétique d'un service ou d'un bien, et ben en fait, au lieu de consommer moins, on a juste consommé plus, parce que du coup, on a libéré de l'énergie pour faire autre chose. En fait, on consomme toujours l'énergie qui est à notre disposition et avant de contraindre notre consommation d'énergie en fonction de ce qu'on a besoin, quoi. Et donc, d'où la consommation de superflu, etc. Donc voilà, donc ça c'est pour la croissance du PIB. Aujourd'hui, la croissance du PIB, alors historiquement, elle a toujours été corrélée très fortement à la consommation d'énergie. Donc ce que je viens de dire aujourd'hui, c'est pour ça que je disais que c'est pas vrai d'un point de vue aujourd'hui, quoi. C'est pas le cas. Si on regarde les 100 dernières années, enfin la courbe du PIB, elle suit la même tendance que la consommation d'énergie. Et ça, voilà, on peut pas y faire grand-chose. Et aujourd'hui, on sait qu'on a plus ou moins passé le pic d'extraction des énergies fossiles. Donc on devrait s'attendre, dans tous les cas, à ce que, à paradigme constant, c'est-à-dire qu'à production de valeur corrélée à consommation d'énergie, la production de valeur diminue. Et donc en fait, même cette croissance du PIB aujourd'hui, si on découple pas la création de richesse de la consommation d'énergie, c'est quasiment garanti qu'à court terme, on entre en décroissance, de toute façon, puisque la décroissance, alors les prévisions en gros, c'est que on aura il y a un moment donné où même si on y va à fond sur le renouvelable, sur le nucléaire, sur tout ce que tu veux, il y a un moment donné où on n'arrivera pas à compenser toute la perte qu'on va subir du fait de la fin des énergies fossiles, en tout cas accessibles, quoi. Et moi, c'est là où je trouve que c'est intéressant de faire la distinction entre un peu décroissance et récession, parce que justement, j'ai l'impression que la récession, donc le fait de diminuer le PIB, elle s'inscrit justement un peu dans le même système qu'aujourd'hui. Ça veut dire qu'on va garder exactement les mêmes lois économiques, etc., mais on va simplement diminuer le PIB. Et ça pourrait être extrêmement problématique parce qu'aujourd'hui, un peu tout notre système économique est basé sur le fait qu'on va augmenter le PIB. Et donc, ça pourrait creuser encore plus les inégalités et faire en sorte que des gens qui ont déjà de la peine à survivre aujourd'hui soient encore dans une plus grande difficulté. Là où la décroissance va aussi un peu dans cette optique de réduction du PIB, ou en tout cas réduction des flux d'énergie et de matière, mais peut-être dans un système économique repensé pour justement que tous ces effets délétères de la récession ne soient pas là, quoi. Oui. Et en fait, tu mets le doigt sur quelque chose, c'est qu'en fait, tu l'as dit entre les lignes, quoi, mais la décroissance, en fait, c'est de la récession contrôlée. C'est-à-dire que, et donc, du coup, tu vas pouvoir faire des arbitrages et essayer de limiter l'impact, on va dire, sur la qualité de vie et les inégalités sociales. Donc voilà. Donc là, et là sur là, je découplerai un petit peu la décroissance en tant que phénomène physique et en tant que définition politique. Donc c'est vrai que ça peut être d'accord, ça peut être bien de se mettre d'accord sur ces termes-là pour ce que je vais dire après. Donc effectivement, la décroissance en tant que concept politique, c'est de la récession contrôlée. Par contre, de la décroissance en termes de concept physique, en fait, ça va juste être la réduction d'une valeur, donc la consommation d'énergie, l'espérance de vie ou de la richesse, telle qu'elle est définie par le PIB. Et donc voilà. Et donc du coup, effectivement, tu dis quelque chose d'intéressant, c'est que en gros, en fait, notre modèle sociétal aujourd'hui, il dépend fortement, essentiellement de deux choses, surtout en Occident et en France, en plus en ce moment on en parle, c'est les retraites. Aujourd'hui, notre système social, il est basé sur deux trucs. Le fait que la pyramide des âges, elle est comme ça. Donc, c'est-à-dire qu'il y a de plus de jeunes que de retraités. Donc, les jeunes payent pour les retraites des plus vieux. Et cette pyramide des âges, dans le temps, elle reste comme ça. C'est-à-dire que chaque génération fait plus d'enfants que la précédente. C'est-à-dire qu'il y a toujours plus d'enfants, plus jeunes, qui vont pouvoir payer les retraites de la génération précédente. C'est complètement un schéma pyramidal, quoi. Enfin, c'est complètement, c'est que, voilà. Et donc, notre système, aujourd'hui, de retraite, et donc, c'est un peu la société qui dépend de ça, dépend, dans un premier temps, de cette chose-là. Et dans un deuxième temps, il dépend aussi fortement de la dette. Aujourd'hui, la France, tous les États occidentaux, on s'endette énormément. Et on s'endette énormément pour payer justement énormément de services sociaux. Et c'est génial, c'est ce qui fait qu'on a la qualité de vie qu'on a aujourd'hui en France. Mais pouvoir s'endetter, ça suppose en fait qu'on va être capable de rembourser cette dette et donc finalement que le PIB augmente. Et donc en fait aujourd'hui, on est essentiellement tout notre modèle social en France et en Occident, il est basé sur deux choses qui sont en train de plus être vraies. C'est un, qu'on a de la croissance économique continue, et deux, qu'on a chaque génération qui est plus nombreuse que la précédente.
Et les deux, à un moment donné, enfin, c'est sûr, enfin, c'est physique, ça finira par, ça va s'arrêter, quoi. Et pourquoi le PIB ça va s'arrêter? Attention, parce que le PIB est corrélé à la consommation d'énergie, et la consommation d'énergie, comme je l'ai dit un peu plus tôt, elle est capée, quoi. Et à un moment donné, on va atteindre, enfin d'ailleurs on a déjà atteint un maximum, et c'est mon prochain point, c'est que voilà, donc là on parle du PIB, mais il y a aussi en fait, donc le PIB il croît encore un petit peu en France, on a péniblement en moyenne 1 ou 2% de croissance peut-être par an depuis 20 ans. Mais quand on regarde le niveau de vie, alors pareil, on mettra les ressources en description, mais quand on regarde donc aux statistiques de l'INSEE, j'en ai trouvé une un petit peu en préparant ce podcast, le niveau de vie en France, en fait, il évolue plus depuis 2008. C'est-à-dire que on vit pas mieux, on vit pas moins bien. Donc, sans être rentré encore en décroissance du niveau de vie, en fait, le PIB augmente, la richesse augmente, mais elle n'est pas mieux répartie, ou le niveau de la vie augmente encore plus que finalement les richesses qui sont redistribuées, en relatif. Et donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, sans être rentré en décroissance, déjà pour la première fois depuis très longtemps, on va dire depuis la révolution industrielle, le niveau de vie il augmente pas, quoi. C'est ce qu'on voit aussi dans les colonies animaux dont je parlais au début, c'est que avant de s'effondrer, en général, on atteint un sommet, quoi, un petit plateau, et on va rester sur ce plateau plus ou moins longtemps avant de en général redescendre. Alors effectivement, nous on est une espèce intelligente, on a de la technologie, on peut peut-être espérer que ce plateau, ça soit qu'un plateau avant un rebond, mais bon, si on s'en base sur les lois de la physique on va dire à technologie constante, ce sera pas le cas, quoi. Ça sera un plateau avant un effondrement. Après aussi, un truc intéressant, c'est que, ok, on peut avoir de plus en plus de richesses, mais si la qualité de la vie, donc elle reste stable ou elle diminue, enfin finalement, ça nous fait une belle jambe, quoi. Parce que le PIB, c'est autant la fortune de Bernard Arnault que le gars qui est au RSA. Le mec qui est au RSA, son RSA, il a pas augmenté, la fortune de Bernard Arnault, elle a un petit peu augmenté. Un petit peu, quoi. Et donc, en fait, le PIB, c'est aussi pour ça que c'est pas une bonne métrique pour mesurer un petit peu le développement social, le développement, enfin voilà, la qualité de vie dans un pays. Il y a une métrique que j'aime bien, moi aussi, c'est l'espérance de vie. Alors, l'espérance de vie en bonne santé, parce que ça donne quand même un bon indicateur de, finalement, qu'est-ce que ça veut dire vivre dans un pays. Et si tu regardes un petit peu le leader du modèle occidental, tu prends les États-Unis, l'espérance de vie aux États-Unis, elle est en baisse depuis 2014. Mais ça, c'est vraiment intéressant ce que tu dis là. Ça veut dire que on nous dit souvent justement que la croissance du PIB va amener des améliorations dans la vie de la majorité de la population. Et historiquement, c'est plutôt vrai. Si on regarde notre passé, la grande majorité du temps, on n'a jamais été dans un confort aussi grand depuis le début de l'histoire de l'humanité. Mais par contre, aujourd'hui, du moins en tout cas dans les pays déjà plutôt développés, le PIB n'est plus corrélé à des choses qu'on tient pour importantes, comme l'espérance de vie typiquement. Et donc, est-ce que tu pourrais justement continuer un peu sur les différents aspects que tu trouves un peu négatifs du PIB, et puis aussi peut-être du coup, est-ce que il existe d'autres, parce qu'aujourd'hui quand on parle de croissance du PIB, mais est-ce qu'on pourrait pas justement trouver un indicateur, puisque le PIB fonctionne plus tellement bien et que comme tu le disais, tout d'un coup Bernard Arnault fait 2 milliards de plus, et du coup il y a 2 milliards de plus dans le PIB, mais ça a rien changé à tous les Français sauf Bernard Arnault, donc c'est pas forcément une bonne mesure. Est-ce qu'il y aurait justement des personnes ou des institutions qui auraient proposé comme ça un meilleur indicateur que le PIB? Oui, alors il y a deux éléments, c'est que tu as dit, par le passé, la qualité de vie, l'augmentation de la qualité de vie était corrélée à l'augmentation du PIB, et j'ai aussi dit un truc, c'est que j'ai dit l'augmentation du PIB était corrélée à la consommation d'énergie. Et donc en fait, mon propos, c'est de te dire, en fait, l'augmentation de la qualité de vie, elle n'était pas corrélée au PIB, elle était corrélée à l'augmentation de la consommation d'énergie. Et aujourd'hui, la consommation d'énergie en France, elle est en baisse depuis 2008. Alors, pas que pour des mauvaises raisons, aussi pour des bonnes raisons, c'est-à-dire qu'on est plus efficace, on est plus efficient, on va rénover les bâtiments, on va réduire la consommation des voitures, etc. On va être capable d'optimiser un peu notre consommation d'énergie. Mais le fait est que, on était dans un paradigme où augmentation de la qualité de vie égale augmentation de la consommation d'énergie, aujourd'hui, la consommation d'énergie diminue. Donc, théoriquement, la qualité de vie devrait diminuer.
Et Alors, ça, est-ce que ça oui. prend en compte aussi les choses qu'on importe de l'étranger, par exemple de Chine ou comme ça, étant donné que je me dis, on importe de plus en plus, voilà, de biens comme ça de différents pays. Est-ce que peut-être notre consommation d'énergie diminue légèrement, mais vu qu'on en importe plus d'ailleurs, est-ce que il y aurait quelque Alors, chose comme ça? cette relation, alors moi je sais pas les chiffres monde de la consommation, alors, pas précisément, mais cette relation-là, elle était valable au niveau mondial, c'est-à-dire que c'est le PIB mondial qui suivait, enfin voilà, la même courbe que la consommation d'énergie mondiale. D'accord, Et au niveau mondial, on a atteint plus ou moins un maximum en termes de consommation d'énergie. Donc d'accord. effectivement, même s'il peut y avoir des aberrations locales parce qu'un pays va importer machin, ça reste valable au niveau mondial. Et je rajouterais que même c'est encore pire, puisque si tu importes plus que ce que tu exportes, c'est le cas si par exemple, bah, du coup, tu n'as plus les moyens de financer, enfin, tu n'as plus les moyens énergétiques de subvenir à ta consommation locale, tu vas finalement importer de la consommation énergétique de l'étranger, mais ça, tu vas le payer, et tu vas le payer via un déséquilibre commercial. Et donc, au final, c'est de la dette, c'est de la baisse de qualité de vie, c'est de la perte des emplois, etc. Donc, tu as même encore plus d'effets, on va dire, négatifs adjoints à ça, quoi. Mhm. Euh, et après, donc du coup, ça m'amène sur ta question où tu disais, bah, peut-être que du coup, effectivement, le PIB, c'est pas du tout la bonne métrique. Et c'est vrai que c'est pas une métrique qui est incroyable. Elle avait des mérites à une époque, puisqu'elle était très bien corrélée à justement les grandeurs physiques qu'on pouvait suivre. Et aujourd'hui, on est dans un changement de paradigme. Et la question de remplacer le PIB, elle n'est pas neuve et pas nouvelle. En faisant quelques recherches, je me suis rendu compte que la première, tu sais quand est-ce que c'était la première tentative de remplacer le PIB? Aucune idée. Ah, tu vas être surpris. C'est 1972 et c'est le Ah ouais. Bhoutan. Ok, ouais, ouais. Et le Bhoutan, ils ont dit, bah écoute, nous, le PIB, on s'en fout, on va faire l'indicateur du bonheur national brut. Mhm. Donc ça a été la première tentative de remplacer le PIB déjà il y a longtemps. Après, il y en a qui sont quand même un petit peu connus, et c'est vrai qu'on n'y pense pas toujours, mais il y a l'IDH, donc l'indice de développement humain, qu'on nous enseigne un petit peu à l'école. Alors celui-là, il est intéressant parce que on voit qu'en France, bon, j'ai regardé un petit peu les courbes là tout à l'heure, et on voit qu'en France, l'indice de développement humain, on parle de décroissance, hein, il montait de manière continue depuis le début du graphe. Je crois que j'avais regardé sur 30 ans. Il monte, il monte, il monte, il monte. Et qu'est-ce qui s'est passé depuis 2019, donc le Covid? Bah, il descend. Et Mhm. il a commencé un petit peu à remonter, quoi, mais en moyenne, il descend quoi, depuis 2019. Et aux États-Unis, c'est pareil. Aux États-Unis, je vais prendre souvent les États-Unis comme référentiel parce que c'est le modèle économique, le, la locomotive occidentale, blablabla. Donc c'est souvent intéressant de se comparer à cet idéal-là, et en fait on se rend compte que c'est désastreux, quoi. Et, euh, et donc voilà, eux aussi, pareil, ils sont en baisse depuis 2019, et je pensais que c'était leur première baisse, mais en fait non, ils avaient déjà eu une baisse après la chute, après la bulle dans les années 2000. Mhm. Donc pour eux, c'est pas la première fois, mais pour nous en France, c'est vraiment la première fois que l'indice de développement humain, bah, il diminue. Par contre, une critique qui a été faite à ces deux indices-là, donc l'indice du bonheur, l'indicateur du bonheur national brut et l'IDH, c'est qu'ils ont été développés il y a 20-30 ans, et il y a 20-30 ans, on commençait à parler du climat un petit peu, mais pas trop. Et donc en fait, ils vont prendre en compte des facteurs, on va dire, sociaux, mais ils vont passer un petit peu à côté de tout ce qui est perte de la biodiversité, artificialisation des sols, changement climatique. Et donc il y a eu des nouvelles suggestions, de nouveaux indicateurs, et à ta grande surprise, toi Thiaba, le gouvernement français, dès 2015, s'est posé la question, et il y a même une loi qui a été promulguée donc le 13 avril 2015, et c'est une loi qui vise à la prise en compte de nouveaux indicateurs de richesse dans la définition des politiques publiques. Donc dès Ok. 2015, en France, le gouvernement, le Parlement à cette époque-là, s'est dit, bah, écoute, on va évaluer nos politiques publiques on va dire au regard de nouveaux indicateurs qui vont pas être que le PIB, et qui sont suivis. J'en ai pris quelques-uns qui me paraissaient un petit peu plus parlants. Il y en a beaucoup. Pareil, on mettra le lien pour ceux qui veulent aller les voir. Mais ceux que j'aimais bien, c'était dans le domaine économique, c'était le taux d'emploi. Effectivement, si tu as un PIB qui explose, mais que la richesse elle est concentrée en fait dans quelques mains, un petit peu comme c'est peut-être bon, le taux d'emploi c'est un mauvais exemple aux États-Unis, mais comme c'est le cas aux États-Unis, un PIB qui explose, mais des inégalités qui explosent aussi. Donc Mhm. en gros, tu veux vérifier que tout le monde a du travail, tout le monde peut participer à la société, que ensuite d'un point de vue social, il n'y ait pas des écarts de revenus importants. C'est ce que je te disais, tu n'as pas envie que tu aies cet effet américain où tu es des gens payés 500 000 $ et des gens qui sont obligés de faire trois tafs.
pour gagner 40 000 $. Après, ça prend aussi en compte l'espérance de vie en bonne santé. Alors, il y a une petite nuance qui est intéressante. Pourquoi en bonne santé? Parce que, tu peux t'imaginer que si tu vis jusqu'à 200 ans et que les 150 dernières années, t'es avec un tube dans la gorge, tu peux pas bouger, et c'est pas ouf. Donc, tu dis, ouais, c'est l'espérance de vie en bonne santé qui compte vraiment, quoi. Et surtout, ça rajoute plusieurs indices, dont deux que moi j'aime bien. Donc, un, c'est la consommation carbone. Donc, en gros, combien d'équivalents de tonnes CO2 une politique publique va générer. Et il y en a un qui est rigolo, c'est pour la biodiversité. Tu sais ce qu'ils ont choisi? Ils ont choisi l'indice d'abondance des oiseaux. Parce que, voilà. Alors, il y a une bonne raison pour ça. Donc, c'est qu'en fait, ils se sont rendus compte que la biodiversité dans les espèces d'oiseaux, en fait, elle était directement corrélée à plein d'autres sous-thématiques liées à l'artificialisation des sols, à l'usage de pesticides, enfin, à la biodiversité en général. Et donc, en fait, plutôt que de tout regarder, tu avais qu'à regarder les oiseaux, et ça donne une bonne approximation de ce qui se passe, quoi. Donc voilà. Donc voilà, en France, on s'est posé la question, on a fait passer une loi, et puis après, moi, je regardais un petit peu, je disais, mais c'est dingue, on en a quasiment jamais entendu parler. Moi, la première fois que j'ai entendu parler de cette démarche-là au niveau français, c'était à l'époque où je travaillais sur le Y20 et qu'on a eu l'occasion de discuter avec le haut commissaire au développement durable en France. Et donc, on lui a posé un petit peu cette question. Il était là, non, mais en France, depuis 2015, on suit d'autres critères, et en fait, on n'entend pas parler, quoi. Et une critique que j'ai vue, justement, en faisant quelques recherches là-dessus, c'est que, ça a été un petit peu détourné de leur vocation initiale, et c'est souvent, c'est détourné, quoi. Donc ça va être un prétexte pour dire, écoutez, regardez, cette politique publique-là, et selon cet indicateur-là, elle est bien, alors que, bon, soit la manière dont l'indicateur est pris en compte est fallacieuse, voire, mensongère, et voilà. Donc, 20 sur 20, en France, on y a pensé. Depuis 2015, on a même fait une loi. Tout doit être considéré au regard de cette loi, de ces indicateurs. Ces indicateurs ont été proposés par des comités d'experts, machin. Enfin, voilà, on a fait les choses bien 20 sur 20. Par contre, est-ce que tu savais que ça existait? Non. Moi, avant que je me pose la question, pareil, que je me fasse reprendre, je savais pas que ça existait. Pourquoi je savais pas que ça existait? Parce que personne n'en parle. Et même les gens qui en parlent, a priori, ils le font de manière fallacieuse. Donc, génial. 0 sur 20. Bon. Voilà. Donc pour dire, oui, le PIB, c'est pas génial. Le paradigme dans lequel le PIB était pertinent n'est plus du tout vrai, poubelle. Donc il y a eu des gens et il y a eu la bonne volonté de mettre en place de nouveaux indicateurs. De nouveaux indicateurs, on peut en imaginer plein. Les plus traditionnels, ceux qu'on connaît, ne prennent pas en compte le changement climatique, la perte de la biodiversité. Pourtant, dès 2015 en France et ailleurs dans le monde, on a essayé d'avoir de nouveaux indicateurs, mais ces indicateurs-là, aujourd'hui, on n'en parle pas. Et la vraie question, c'est pourquoi on n'en parle pas? Est-ce qu'il y en a trop? Est-ce qu'ils sont pas compréhensibles? Est-ce que juste, finalement, j'ai envie de dire, mais la génération dominante dans les médias et, c'est même pas une histoire de génération, parce que toi et moi, on le savait pas, quoi. Donc, et pourtant, on est sur plusieurs générations avec ces gens-là. Donc, donc en fait, je pense que c'est qu'il y a un manque d'éducation générale, un manque d'éducation scientifique, et puis à propos de ces enjeux-là particulièrement, dans les gens en fait qui font l'actualité, dans les médias grand public surtout, et puis voilà, quoi. Enfin, on n'en parle pas. Et puis je pense que ça est dû au fait aussi que toutes les propositions qui ont été faites pour remplacer le PIB, il y en a pas une qui sort vraiment du lot, qui fait comme ça, comme une sorte de grand consensus où tout le monde serait d'accord pour dire ah bah oui, c'est forcément beaucoup mieux. Elles ont toutes un peu différents aspects à critiquer. Et donc, ce qui fait que même si chacun de ces indicateurs peut potentiellement être mieux que le PIB, vu qu'il y a des critiques et puis qu'il n'y a pas un truc genre l'indicateur parfait, les gens sont là en mode, tu proposes de nouvelles choses et déjà il y a une friction comme ça à la nouveauté, ça demande quand même de remettre en question l'indicateur sur lequel on s'est basé depuis des dizaines d'années. Donc le truc c'est un peu obligatoire qu'il soit vraiment bien si on veut le prendre en compte, quoi. Effectivement, et c'est là où c'est intéressant, c'est que le PIB, c'est facile, tu comprends, quoi. Enfin, c'est le PIB, quoi. Et aujourd'hui, moi, je te dis, viens, on va optimiser et l'indice d'abondance des oiseaux, et l'écart de revenus, et le taux d'emploi, et le machin. Et dans les médias, ça marche pas, quoi. Enfin, quand tu parles à des journalistes, eux, ce qu'ils aiment bien, c'est, tu vois, c'est une phrase qui fera le titre du journal, leur encart, et puis après, voilà, quoi. Et tout ça, c'est trop complexe, c'est pas sexy, ça s'apprend pas, quoi. Et du coup, peut-être qu'il t'a raison, peut-être qu'il faudrait un IDD, un indice de développement durable, en fait, qui serait une synthèse de tous ces trucs-là. Et on arrêterait de parler dans les médias du taux d'emploi, de la consommation carbone. Enfin voilà,
on n'essaierait pas de parler de sous-critères, mais on prendrait un critère général qui réunisse tous ces critères-là. Et en fait, c'est celui qu'on médiatiserait, quoi. Voilà. Et en disant, on arrête de parler du PIB. Mais bon, les habitudes, on la vie dure. Hein. Ça fait 70 ans qu'on parle du PIB. Voilà. Donc, c'est vrai que je pense qu'une bonne idée, ça serait de se dire, voilà, il faut qu'on se mette d'accord sur un indice, peut-être l'IDD, et que cet indice-là, maintenant, systématiquement, on le mette à côté du PIB, ou en tout cas, on le mette, carrément, on le remplace le PIB par celui-là, quoi. Et parce que vraiment, l'enjeu, une fois de plus, hein, c'est pas que ça n'existe pas, hein. C'est qu'il y en a, ils sont super intelligents, ils sont bien, voilà, c'est juste qu'on les connaît pas, quoi. Ok. Moi, je me réjouis de voir ce que ça va donner à l'avenir et j'espère qu'on trouvera une solution pour remplacer le PIB parce que c'est vrai que c'est quand même pas foufou. Du coup, j'avais une autre question par rapport à ça, c'est par rapport à l'énergie nucléaire de fission, du coup, l'énergie qu'on utilise aujourd'hui d'un point de vue nucléaire. Quand on écoute un petit peu des conférences, etc., donc quand on l'a pas fait, on a un peu beaucoup d'a priori même dessus, en se disant que c'est quelque chose d'extrêmement grave, voilà, que il peut y avoir des accidents, les déchets, etc., plein de choses assez terribles. Mais quand on s'intéresse vraiment au sujet, on voit finalement que le nucléaire est presque mieux que toutes les énergies renouvelables sur quasiment tous les plans. Par exemple, si on compare le nucléaire aux éoliennes, eh ben ça va prendre beaucoup moins de place que des éoliennes. La surface au sol sera beaucoup plus petite. La même chose avec les panneaux solaires. Ça va consommer moins de terres rares, de métaux compliqués à extraire. Ça va être disponible tout le temps. On peut l'allumer et l'éteindre un petit peu quand on veut, là où les énergies renouvelables sont en fonction du vent, du soleil, etc. Donc voilà, on voit que sur plein de plans différents, le nucléaire est quand même mieux que les énergies renouvelables, en tout cas les nouveaux renouvelables comme l'éolienne et le solaire, parce que c'est pas forcément vrai, par exemple pour l'hydroélectrique qui est aussi renouvelable mais qui est une énergie excellente. Du coup, si la fission nucléaire justement elle est mieux sur tous ces plans, est-ce qu'on pourrait imaginer comme ça de mettre uniquement de la fission nucléaire? D'ailleurs, je crois que certains politiques le proposent, hein, même par exemple Marine Le Pen ou comme ça qui veut désinstaller les éoliennes qu'on a déjà installées, ce qui est un peu une absurdité. Mais voilà, est-ce que ça vaut la peine justement de développer en fait des énergies qui sont moins bien que le nucléaire, ou bien est-ce qu'on devrait développer que du nucléaire? Ah, mais il faut définir bien. Et il y a un postulat qui mérite d'être discuté, c'est est-ce que le nucléaire est en tout lieu et en tout temps mieux que toutes les autres énergies? Moi, je dirais non. Il y a un astérix. Le nucléaire a des avantages, voilà, clairs et c'est clair et indiscutable. Par contre, d'autres technologies dans d'autres circonstances ont aussi, enfin, d'autres avantages et je vais revenir là-dessus. Et ensuite, même si aujourd'hui on voudrait passer en 100% nucléaire tout, bonne chance. Hein. Enfin, c'est que en fait, dans le temps qui nous est imparti, avec les sommes d'argent à notre disposition, on va pas pouvoir du jour au lendemain faire du nucléaire partout. Quoi. Donc pour répondre à ta question, moi je nuancerais, le nucléaire n'est pas en tout temps et en tout lieu mieux que toutes les autres énergies. Et deux, même si c'était le cas, techniquement aujourd'hui, il y a des limites qui font que ça serait pas forcément possible. Par contre, il y a un truc où souvent, en fait, voilà, et vraiment la vraie priorité quand on parle de changement climatique, en fait, et de même, enfin, d'espérance de vie, de protection de l'environnement, etc. La priorité absolue, c'est de virer le charbon et de virer le gaz. Et il y a une très bonne métrique pour s'en rendre compte. Et ça, on se dit, ouais, le nucléaire, c'est dangereux, il y a des accidents et tout. Mais tu prends les 2 accidents. Allez, on va prendre les 3 gros accidents qu'il y a eu dans l'histoire. Il y a eu Three Mile Island aux États-Unis, il y a eu Tchernobyl. Et puis il y a eu Fukushima. Et en gros, tu prends ces 3 accidents nucléaires-là, tu prends les pires estimations des associations écologiques qui détestent le nucléaire, qui vont prendre vraiment les cas les plus pires de mortalité, etc. Donc tu prends leurs estimations à ces gens-là, donc qui veulent vraiment enfoncer le nucléaire, qui ont pris des chiffres complètement délirants. Tu prends tous les morts dans les mines, dans les usines, sur les chantiers liés à l'énergie nucléaire, tu ramènes ça au kilowattheure produit, et tu obtiens un chiffre qui est ridicule. Tu prends le nombre de morts chaque année liés à l'exploitation des énergies fossiles, le charbon, le pétrole, le gaz. Tu prends le nombre de morts chaque année liés à la pollution de l'air
à cause justement de la pollution liée à la combustion de ces combustibles fossiles-là, et t'as des ordres de grandeur au-dessus. Donc c'est-à-dire que, enfin, je ramène ça au mégawattheure. Enfin, le nucléaire, finalement, tu le mets sur un tableau, tu le vois même pas, quoi. C'est-à-dire que, en fait, ce qui tue aujourd'hui, ce qui pose vraiment un problème, c'est le gaz, le pétrole, le charbon. Charbon, pétrole, gaz, dans cet ordre-là. Et c'est des ordres de grandeur beaucoup plus dangereux que le donc nucléaire. faut vraiment tout mettre en place pour diminuer ces énergies-là, Oui. parce que c'est vraiment ça qu'il faut supprimer le plus vite possible. C'est la priorité Et d'ailleurs, je absolue. me demandais par rapport au fait que justement on est quand même dans une urgence d'un point de vue écologique et climatique, et du coup, à quel point le nucléaire peut répondre ou non à cette urgence, dans le sens que j'avais cru comprendre qu'il fallait longtemps avant qu'une centrale nucléaire puisse bien fonctionner, etc. Ouais, c'est un autre élément aussi, ouais. Mais du coup, juste pour donner un ordre de grandeur sur ce que je disais précédemment, le Covid, je sais plus combien ça a tué de personnes l'année où c'était le top, là, ça a dû faire 2 millions, 4 millions, je sais pas. C'est l'ordre de grandeur du nombre de personnes tuées par la pollution de l'air par an dans le monde. C'est-à-dire que par an dans le monde, à cause des combustibles fossiles, on a une pandémie Covid, quoi. Genre en partant du principe que les États trichent pas, enfin voilà, donc les morts du Covid ont dû être un peu sous-estimés, quoi, mais voilà. Mais on s'en rend pas compte parce que c'est pas des grands événements comme ça, mais en exactement. réalité, l'impact que ça a sur la santé, puis au-delà des morts, ben ceux qui sont pas morts, ils ont aussi une santé qui s'est détériorée probablement. Ouais, exactement. C'est des cancers, c'est de l'asthme, enfin c'est un désastre absolu, quoi. C'est un Covid par an, juste à cause du pétrole et du gaz et du charbon, et le nucléaire à côté. Enfin oui, enfin ok, dans l'histoire, il y a 2-3 fois ça a pété. Ça a pété. C'est un désastre, c'est un drame, mais le vrai drame aujourd'hui, ça se passe 10 fois plus, à des échelles 10 fois plus importantes, tous les ans. Enfin voilà. Et genre voilà. Et donc pour revenir à ta question, est-ce que justement le nucléaire, ça serait assez rapidement déployable pour répondre aux contraintes d'aujourd'hui? Et ce que je dis, c'est non en fait, c'est que d'un point de vue technique aujourd'hui, on ne saurait pas faire ce qu'on doit faire en 100% nucléaire. Et donc du coup, on a besoin aussi d'autres choses, du renouvelable ancien, géothermie hydraulique, et puis du renouvelable nouveau, solaire éolien, quoi. Et un autre exemple aussi, c'est que tu pourras jamais avoir une centrale nucléaire sur une faille sismique. Tu vas pas foutre une centrale nucléaire sur un volcan. Tu prends le cas de l'Islande. Par contre, en Islande, bah, ils ont de l'énergie thermique à l'infini, quoi. Et donc, tu vois, il y a des cas où, bah, finalement, le nucléaire, c'est pas la meilleure solution, quoi. Le nucléaire, par contre, c'est une excellente solution dans un pays comme la France qui a pas de pétrole, pas de gaz, pas de charbon. On a saturé notre ressource hydraulique. On a du vent, mais bon, pareil, les gens ils aiment pas trop les éoliennes parce que bah c'est moche. Enfin c'est moche, ça fait du bruit, enfin tout ce que tu veux, quoi. Le solaire, pareil. Enfin le potentiel est d'une certaine façon limité. Donc effectivement, dans des pays comme la France, le nucléaire fait beaucoup de sens. Un pays comme l'Islande, ça fait pas beaucoup de sens. Le Costa Rica, c'est pareil. Costa Rica, pareil, il y a une énorme ressource géothermique. Bon, a priori, tu vas pour la solution simple avant d'installer une centrale nucléaire avec toute la filière qui va derrière. Voilà. Donc c'est pour ça que nous, en France, le nucléaire est pertinent. Dans d'autres pays, ça l'est beaucoup moins. Et donc c'est pour ça qu'à l'échelle mondiale, en fait, on se rend compte que au-delà du nucléaire, en fait, on peut pas aller assez vite. On peut pas assez vite remplacer notre consommation d'énergie fossile par que ce soit du renouvelable, du nucléaire, tout ce que tu veux. Enfin, peut-être qu'on pourrait, si ça devenait, si on rentrait dans une économie de pseudo-guerre où ça devenait notre effort principal, et c'est peut-être qu'il faudrait faire d'ailleurs. Mais aujourd'hui, c'est pas le cas, et on va dire à effort économique jugé raisonnable, acceptable socialement, on sait pas faire. Et donc, il faut aussi, en parallèle, réduire notre consommation d'énergie. Mais on a vu que la consommation d'énergie était directement liée à la croissance du PIB, donc finalement, dans nos pays, en tout cas occidentaux à nous, à la croissance de la qualité de vie. C'est une équation qui est vraiment pas compliquée, quoi. Vraiment pas simple, qui est vraiment très compliquée. Donc voilà. Donc pour répondre à ta question, le nucléaire, oui, c'est un outil qui est très puissant, qui est extrêmement pratique, mais c'est un outil qui va pas être adapté à toutes les situations. Tu n'utilises pas un tournevis pour enfoncer un clou. Par contre, c'est vrai que c'est un outil qui a des avantages incroyables et ça serait vraiment une erreur de se l'interdire.
Surtout que quand on voit, je pense que le truc le plus important dans ce que tu dis là, c'est vraiment qu'on est dans une urgence de remplacer les énergies fossiles et que ces énergies fossiles représentent, comme tu le disais, 80 à 90% de l'énergie mondiale. Donc, si on veut remplacer tout ça par des énergies qui émettent peu de gaz à effet de serre, comme le nucléaire, l'hydraulique et tout ça, il faut vraiment qu'on investisse le plus possible dans l'ensemble de ces énergies et puis pas qu'il y ait comme ça un peu des fights entre des gens qui vont dire non, moi je veux que du nucléaire ou moi je veux que du renouvelable ou ce genre de choses. Faut vraiment faire le plus possible parce que le véritable problème, c'est pas vraiment les renouvelables, c'est pas vraiment le nucléaire, c'est surtout les énergies fossiles, quoi. Ouais, exactement. Et enfin, tu dis, hein, on dit le nucléaire c'est dangereux, c'est un drame. Ouais, mais en même temps, les énergies fossiles, c'est une pandémie Covid tous les ans. Enfin, le nucléaire, jamais de la vie, c'est la même chose, quoi. Enfin, même si toutes les centrales nucléaires du monde pètent demain, ouais, peut-être, ok. Peut-être. Mais bon, enfin, tu vois ce que je veux dire, quoi. Enfin, c'est que, en aucun cas, c'est comparable en termes de dangerosité. C'est juste que dans un cas, c'est spectaculaire, quand ça explose, on le voit. Dans l'autre cas, c'est tous les jours, ça tue tout le monde, quoi. Mais discrètement. Oui, et lentement, d'autant que voilà. les centrales qui ont posé problème dans l'histoire ont eu des problèmes pour des raisons qui pourraient plus arriver aujourd'hui, parce qu'il y a des nouvelles technologies de sûreté nucléaire qui feraient que ces accidents, s'ils seraient arrivés aujourd'hui, n'arriveraient plus, quoi. Même dans les conditions les mêmes, les centrales sont quand même beaucoup plus sécurisées aujourd'hui, et on a de bonnes perspectives aussi pour plus les sécuriser à l'avenir, je crois. Avec notamment des gens qui réfléchissent à des trucs au thorium ou des nouvelles générations de nucléaire. Ouais. Alors ça, je m'y connais pas du tout, mais je sais pas ton avis là-dessus d'ailleurs. Alors, moi, je vais te répondre pour la fission. Et en fait, tu as parlé, il y a la fission il y a plusieurs générations en termes de centrales nucléaires. Aujourd'hui, on est à la 3+, on va dire. Les Russes ont commencé à faire de la 4. Nous, la 4, depuis Jospin, on a arrêté. Les Chinois commencent à faire de la 4. Les Américains font de la 4. Le thorium, c'est de la 4, très prospective. Mais pour répondre à ta question, ce que tu disais sur les accidents du passé, moi, j'irais même plus loin et je te dirais les accidents de demain n'arriveront pas après-demain. Ok. Ouais, clairement. Donc, faut pas partir du principe qu'on n'aura jamais d'accident avec le nucléaire. Je veux dire, si demain t'as un séisme d'une magnitude qui n'était pas prévue, qui est une occurrence de 1 sur 1 million d'années et qui arrive demain, tant pis quoi. Enfin, ça va exploser quoi. Mais mon propos, c'est que même si on rentre dans le pire des cas de la catastrophe nucléaire envisageable sur une centrale, même en Europe, etc., l'ordre de grandeur des dégâts sera toujours inférieur à ce que tous les ans on se prend dans la tronche à cause du fossile. Et c'est vraiment ça le cœur du propos, quoi. Et donc faut pas se dire le nucléaire ça sera 100% sûr demain. Enfin, non, c'est juste que les accidents de demain on les aura pas après-demain. Voilà. Et pour ensuite revenir à ce que tu disais, effectivement, il y a d'autres technologies qui sont intrinsèquement plus ou moins safe. Mais bon, enfin, de toute façon, tant qu'on fait de la fission, c'est juste une bombe qu'on empêche d'exploser d'un coup et qu'on essaye de faire exploser le plus lentement possible. Donc oui, et effectivement, les réacteurs à sel fondu, donc ceux qui font de 4e génération, qui seraient par exemple ceux au thorium, eux, ça serait une bonne solution, sauf qu'aujourd'hui, d'un point de vue technologique, on sait mal les gérer, puisque c'est le milieu dans lequel la réaction de fission a lieu est extrêmement corrosif, à très haute température, et aujourd'hui, on n'a pas les matériaux qui résistent à ces conditions-là. Donc en fait, ça fuirait de partout très très vite. Et puis quand on parle de toutes ces énergies, il y a une solution qui est quand même souvent justement mise sur la table comme ça, qui est celle de la fusion nucléaire. Donc est-ce que quand on parle justement de fusion nucléaire, on a l'impression que ça va remplacer toutes les énergies, que ça va être fantastique et tout. On parlera peut-être justement des avantages et des inconvénients juste après. Mais avant de parler de ça, déjà, est-ce que tu pourrais nous expliquer justement un petit peu qu'est-ce que la fusion nucléaire, comment ça fonctionne physiquement, et puis aussi qu'est-ce qu'on a besoin pour faire de la fusion nucléaire. Avec la fission nucléaire, donc on utilise de l'uranium, ou là on parlait peut-être de thorium. C'est quoi qu'on utilise avec de la fusion nucléaire? Ok, il y a deux questions. Donc la fission nucléaire, c'est fondamentalement c'est quoi? C'est qu'on prend un atome très gros avec un noyau très gros, l'uranium 235, on le casse en deux, et dans ce processus de casser l'atome en deux, il y a énormément d'énergie qui va être émise. La fusion,
qu'est-ce qu'on fait? On prend à l'inverse des atomes très très petits, les plus petits possibles. Alors je vais nuancer ça, mais on prend des atomes en théorie très très petits. On approche les noyaux de ces atomes le plus proche possible, jusqu'à ce que, en gros, les énergies qui font la cohésion au sein des noyaux prennent le pas, donc soient plus importantes que les énergies de répulsion électromagnétique. Et on transforme deux atomes différents en un atome plus gros. Et dans ce processus-là, pareil, on va émettre beaucoup d'énergie. On va émettre même encore plus d'énergie que quand on casse des atomes. Aujourd'hui, la fission et la fusion, c'est deux choses qui arrivent naturellement dans la nature. La fusion nucléaire, c'est les étoiles. Donc les étoiles, elles vont être capables, en fonction de leur taille. Alors la théorie est encore en train d'évoluer sur le sujet, et puis moi je suis pas au courant des dernières évolutions, mais en gros aujourd'hui on considère que jusqu'à l'oxygène, peut-être même jusqu'au fer, je pense, mais en tout cas jusqu'à l'oxygène, les étoiles sont capables de synthétiser ces noyaux-là. Donc en fait, au cœur des étoiles, les conditions de pression et de température sont tellement élevées sur des durées de temps qui sont proches de l'infini, enfin des milliards d'années, qu'on arrive à fusionner finalement énormément d'atomes jusqu'à faire des briques de plus en plus grosses, c'est-à-dire l'oxygène et, je vais pas te dire une bêtise, le fer. Mais ça, c'est super intéressant ce que tu dis là, parce qu'on a souvent l'impression de s'imaginer le soleil un peu comme une sorte de boule de feu, quoi, comme si ça brûlait. En fait, ça brûle pas du tout, c'est des atomes qui fusionnent, quoi. Exactement, c'est des atomes qui fusionnent. Et voilà, donc ça, c'est un processus qui apparaît au sein des étoiles. Ensuite, le processus de fusion continue, parce qu'il faut pouvoir arriver à faire sur Terre, on ne s'arrête pas à l'oxygène, on a des atomes plus gros, plus lourds, on va avoir de l'or, du plomb, de l'uranium. Et ça, c'est les processus qui vont avoir lieu dans des événements cosmiques encore plus extrêmes. Donc ça va être des explosions de supernova, des fusions de trous noirs, ce genre de choses. On va avoir des conditions de température et de pression qui sont encore plus dingues et qui vont pouvoir faire des fusions encore plus importantes. Ensuite, une fois qu'on a fusionné les atomes jusqu'à atteindre une certaine taille, ils vont devenir instables et ils vont avoir tendance à se casser en deux et à fissionner. Et donc jusqu'à atteindre finalement ce point d'équilibre à nouveau qui est le fer. Et donc il y a une courbe très intéressante quand on regarde finalement les processus de fusion et de fission, c'est qu'on va voir que donc plus les atomes, on va à un axe où en gros plus les atomes grossissent et l'autre c'est l'énergie intrinsèque contenue à l'intérieur de l'atome. Et on va voir qu'il y a une espèce de point de stabilité entre d'un côté les atomes de plus en plus petits qui fusionnent jusqu'à faire des atomes comme le fer par exemple, et des atomes beaucoup plus gros comme l'uranium qui vont fissionner jusqu'à atteindre finalement un point de stabilité qui est le fer aussi. Et donc en fait voilà, il faut vraiment imaginer que les atomes plus légers que le fer fusionnent très bien, les atomes plus lourds que le fer fissionnent très bien, et voilà. Et chaque étape de fusion ou de fission, quand je dis très bien, ça reste à nuancer, hein, ont tendance à fusionner ou fissionner. Pas très bien, en fait. Non, c'est pas vrai du tout. Pardon. Ont tendance à fusionner ou fissionner, si tu les mets dans les bonnes conditions. Et voilà. Qu'est-ce qui est intéressant du coup, Et donc, quand on t'imagine de la fusion nucléaire, justement, pour demain, on imagine que ça sera possible de le faire avec n'importe quel atome qui est plus léger que du fer, du coup. Alors, enfin, qui est plus petit ou je sais en pas fait, trop, oui, on pourrait le faire avec n'importe quel atome dans l'absolu si on avait des conditions de deux trous noirs qui collisionnent. Mais la question qu'il faut se poser, c'est d'un point de vue application, c'est quoi les atomes qui nous intéressent? Parce qu'en fait, il y a plein d'équations de fusion différentes. On peut imaginer que tu peux faire fusionner toutes les combinaisons d'atomes que tu veux, et chaque combinaison d'atomes va te donner certaines réactions. Un peu comme une réaction chimique, sauf une réaction nucléaire, ça va te donner autre chose. Et en fait, ce qu'on va choisir, nous, c'est les réactions nucléaires desquelles on peut extraire le plus d'énergie, sachant qu'elle était facile à produire à la base. Donc en fait, on va prendre toutes les réactions nucléaires possibles dans l'échelle des réactions nucléaires possibles, on va sélectionner celles qu'on sait faire facilement, et on va regarder dans celles qu'on sait faire facilement, avec les matériaux à notre disposition, les ressources à notre disposition, et puis voilà, les conditions expérimentales à notre disposition, et on va choisir celles dont le produit est facilement exploitable par nos moyens technologiques. Et donc en fait, on se retrouve avec finalement très peu de réactions nucléaires éligibles. Et là, du coup, moi, je t'en ai pris quelques-unes qui sont intéressantes parce qu'elles vont être mises en œuvre à ITER. ITER, tu sais, c'est le gros projet expérimental de fusion nucléaire qui est en construction dans le sud de la France à Cadarache. Donc pareil, ça, l'idée, c'est de faire le premier démonstrateur industriel. Alors, c'est pas vraiment un démonstrateur industriel, ça sera au Japon, ça, mais le premier démonstrateur, on va dire, à échelle réelle, que la fusion peut être viable d'un point de vue technologique et économique. Et donc voilà. Donc là-bas, par exemple, ils vont procéder en 3 étapes. Au début, ils vont faire fusionner de l'hydrogène avec de l'hydrogène, donc pour vérifier qu'ils arrivent à le faire. C'est une réaction qui est très pratique parce que t'as pas de radioactivité, c'est l'hydrogène.
Donc en fait, tu vas pas irradier ton non-matériau. Ça va être très facile pour les scientifiques de rentrer à l'intérieur, de faire des mesures, réparer, etc. Parce que ça va mal se passer. Le plasma va faire des dégâts, etc. Enfin voilà. Donc ils vont apprendre à maîtriser la machine avec de l'hydrogène. Donc fusion hydrogène-hydrogène. Ensuite, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont faire des fusions deutérium, tritium. Donc là, en faisant intervenir un petit peu de radioactivité. Donc le deutérium et le tritium, c'est juste de l'hydrogène avec un neutron en plus. Et là, je suis en train de dire un neutron ou un proton en plus? Faudra vérifier. J'ai un peu honte. Ok, bon, admettons. Avec un nucléon en plus, voilà. Et donc voilà, donc là on va faire intervenir cette réaction là parce que si on sait la faire, elle est plus proche de la réaction qui nous intéresse, mais par contre elle est un petit peu radioactive, donc elle est un petit peu plus pénible. Donc avec ça, ils vont vérifier que ils arrivent à s'approcher de la réaction qui les intéresse, en restant dans des conditions expérimentales, on va dire faciles à gérer. Et ensuite dans une troisième étape, ils feront moitié-moitié deutérium-tritium. Donc là, pareil, on va atteindre des niveaux de radioactivité importants à l'intérieur du réacteur, mais a priori, c'est la réaction qui a été identifiée comme à la fois la plus facile à faire. Alors la plus facile à faire, c'est quand même 150 millions de degrés, dans un plasma à des densités très faibles sur plusieurs minutes, voire heures, quoi. Donc c'est pas facile du tout. Mais en tout cas, voilà, c'est un peu pour se rendre compte de la difficulté de la situation, c'est que c'est la plus facile à notre disposition, et c'est celle dont on est capable d'extraire le plus facilement de l'énergie. Sachant qu'une fois de plus, aujourd'hui, on pourra parler des limites techniques, mais aujourd'hui, on n'est pas capable d'extraire l'énergie. On n'a pas la technologie à disposition pour être capable de valoriser énergétiquement cette réaction. Donc, en gros, à ITER, ce qu'ils vont faire, c'est vérifier que ça marche, vérifier qu'on arrive à contrôler, vérifier qu'on arrive peut-être dans un dernier temps à extraire l'énergie et à la revaloriser. Mais voilà. Donc, c'est pour la fusion. Je sais pas si tu as une autre question. Au niveau justement de ces combustibles dont tu as parlé, l'hydrogène, deutérium, tritium, tous ces trucs, est-ce que c'est des choses qui sont facilement trouvables, abondantes, on va pouvoir faire de la fusion en illimité comme ça, ou bien est-ce que c'est des matériaux qui sont pas trouvables dans la nature, compliqués, qu'il y a seulement sur Andromède, quoi? Alors, l'hydrogène, c'est l'élément le plus abondant dans l'univers. Donc, a priori, ça devrait aller. Le deutérium, il y en a beaucoup dans l'eau de... il y en a beaucoup sur Terre déjà. On en trouve dans l'eau de mer, quoi, dans des quantités largement suffisantes. Le tritium, c'est un petit peu plus compliqué, mais on saurait le fabriquer. C'est-à-dire que le tritium, il y en a un peu moins parce que c'est pas stable en fait. Donc ça a tendance à se désintégrer. Mais c'est pas tellement le facteur limitant, quoi. C'est-à-dire que on en trouve et on saurait le générer, quoi. On saurait en produire en quantité suffisante à un coût raisonnable à partir de presque d'eau de mer, quoi. Donc, c'est pas, voilà. Mais parce que le truc, par exemple, l'hydrogène, ça demande pas mal d'énergie pour être produit. Ah, l'hydrogène? Normalement. Non, alors l'hydrogène, pas mal d'énergie, ça dépend de quel ordre de grandeur. L'hydrogène, c'est l'élément le plus abondant dans l'univers, donc il y en a partout. Après, effectivement, sur Terre, on va le trouver soit sous forme de molécules d'eau, soit sous forme de dihydrogène. Et dans un réacteur nucléaire, on va pas vouloir avoir l'oxygène de la molécule d'eau. Donc, on a différents procédés chimiques ou électriques, physiques, pour casser ces molécules qui aujourd'hui contiennent de l'hydrogène et puis finalement l'extraire. Donc, c'est attention aux ordres de grandeur. C'est que l'hydrogène, ça coûte cher à produire sous sa forme d'hydrogène pour une application. En fait, voilà, c'est que le coût de production d'hydrogène et surtout de stockage, de compression, etc., est important par rapport à la valeur, l'usage qu'on pourrait en faire dans des voitures, par exemple, ou dans des avions. Par contre, quand on parle de fusion, on n'est pas du tout dans les mêmes procédés physiques. Et donc, en fait, l'énergie qu'on va être capable d'extraire de cet hydrogène-là est des millions de fois plus importante que l'énergie qu'on aura à mettre à la base pour le produire. Donc, en fait, c'est que dans un cas, on a une réaction physique, dans l'autre cas, on a une réaction chimique. Donc effectivement, l'énergie qu'on peut tirer de l'hydrogène, de la liaison hydrogène-molécule dans les molécules dans lesquelles on pourrait l'utiliser dans la vie courante, donc c'est-à-dire finalement l'eau, le dihydrogène, voilà, ce genre de choses. L'énergie chimique qu'on peut en retirer, elle n'est pas très importante au regard du coût de production de la molécule en question. Par contre, je choisis un peu mal mes mots, mais bon, c'est un peu l'idée. Et dans le cas de la fusion, l'énergie qu'on va être capable de retirer de la réaction physique et pas chimique
est beaucoup plus importante que de toute façon l'énergie qu'on aura mis à la base pour mettre l'hydrogène sous la forme qui nous intéresse. Voilà, c'est vraiment ça. Ok. Donc c'est pas un problème. Ok, Ouais. donc il ne devrait pas y avoir trop de limitations, en tout cas au niveau des différents combustibles. En tout cas, pas aux échelles d'aujourd'hui, quoi. Pas avec ces réactions-là, deutérium, tritium, même si une fois de plus le tritium, ça a nuancé un petit peu, mais c'est pas vraiment un facteur limitant. Après, il y a des réactions qui sont beaucoup plus, qui seraient beaucoup plus intéressantes, qui feront intervenir de l'hélium 3 ou ouais, je crois que c'est l'hélium 3, où là pour le coup, on n'en trouve pas autant que ça, quoi. Et donc du coup, Mhm. il faut aller soit le chercher sur la Lune, soit il faut aller le générer dans des machines spécifiques et voilà. Donc là, il peut y avoir un facteur limitant. Donc en fait, c'est aussi ça. C'est un peu ce que je disais plus tôt, c'est que les réactions physiques potentielles qui sont intéressantes pour nous sont limitées par ces matériaux-là. Et c'est pour ça que finalement, la réaction deutérium-tritium, dans l'absolu, c'est pas la meilleure, mais compte tenu de nos contraintes, c'est la meilleure. Voilà. Mhm. Ça permet de retomber sur mes pattes. Et pourquoi est-ce qu'on fait toutes ces recherches justement pour faire de la fusion nucléaire? C'est quoi l'intérêt de la fusion nucléaire par rapport aux autres énergies qu'on a aujourd'hui? Par exemple, justement les énergies fossiles, les énergies renouvelables. C'est quoi l'intérêt qu'aurait la fusion nucléaire par rapport à ça? Et puis, est-ce que la fusion nucléaire, finalement, c'est vraiment une énergie comme on a tendance à le présenter, un petit peu miracle, quoi, qui résoudrait la grande majorité des problèmes que pose l'énergie aujourd'hui, ou bien est-ce qu'il y a quand même quelques problèmes que peuvent poser des centrales à fusion nucléaire? Alors pourquoi on aime bien la fusion? On aime bien la fusion parce que dans l'absolu, on arrive à le faire avec les éléments les plus abondants dans l'univers, avec une Astérix. Donc en fait, on n'est plus du tout contraint par ce principe de ressources naturelles, de ressources fossiles manquantes. Ensuite, là où c'est Mhm. très intéressant, c'est que ça nous permet de générer de l'énergie à des ordres de grandeur qu'aujourd'hui, même avec la fission, c'est pas le cas, quoi. C'est qu'en fait, en Mhm. gros, en résumé, c'est une énergie abondante dans le sens où du moment où on arrive à le faire, il n'y a pas de problème de ressources limitées. Enfin, à moins qu'on ait brûlé l'univers entier, mais bon, enfin, avant qu'on y arrive, il y a le temps. Et ça nous génère une énergie qui aujourd'hui, enfin, ça nous met à notre disposition une énergie qui est aujourd'hui inaccessible. Donc c'est génial. Par contre, c'est extrêmement compliqué à faire. Enfin, c'est comme je l'ai dit, hein, c'est qu'il faut arriver à. Alors, c'est extrêmement compliqué à faire, oui et non. C'est-à-dire que il y a différents moyens de faire de la fusion. Aujourd'hui, on y arrive très bien à faire de la fusion. Ça s'appelle des bombes nucléaires, des bombes thermonucléaires. On fait de la fusion très très bien. C'est juste que on cherche pas spécialement à contrôler l'énergie produite. Donc voilà. Donc les avantages, c'est que c'est l'énergie parfaite. Les Ok, donc inconvénients, dans les ouais. bombes nucléaires, c'est de la fusion, c'est pas de la Il y a fission. deux types de bombes C'est pas de la nucléaires. Il y a fission les dans les bombes, bombes. alors je crois qu'on atomiques et thermonucléaires. Je crois qu'historiquement c'était les termes consacrés. Je suis pas sûr, je fais plus Astérix. En gros, il y a les premières bombes, c'est des bombes à fission. Et maintenant, ce qu'on fait, Mhm. c'est que on fait une bombe à fission creuse et on met de l'hydrogène à l'intérieur. Et en fait, la première bombe à fission va faire fusionner l'hydrogène à l'intérieur. Et là, D'accord. kaboum, ça fait ça fait des trous quoi. Et d'ailleurs, les deux seules bombes nucléaires qui ont été utilisées à des fins militaires, c'était des bombes à fission. C'est-à-dire que les bombes à fusion, c'est Ok. des ordres de grandeur au-dessus de ce qui s'est passé à Hiroshima et Nagasaki. Enfin, aujourd'hui, en fait, la seule problématique qu'on a avec les bombes nucléaires à fusion, c'est qu'à un moment donné, elles sont trop puissantes et donc du coup, enfin, ça part dans l'espace, ça sert plus à rien. Euh, Enfin, Hmm. c'est un peu là où on en est, quoi. Donc, on saurait faire, quoi. Si demain il faut faire une grosse bombe, on sait faire et c'est ouais, c'est un peu dommage. Mais du coup, pour en revenir du coup aux inconvénients de l'énergie de fusion, c'est que bah voilà, c'est le faire d'une manière qui soit exploitable d'un point de vue industriel et pour faire des centrales tout simplement, c'est pas simple du tout et aujourd'hui, on sait pas vraiment faire quoi. Voilà, je sais pas si tu veux rentrer plus en Et détail. puis si on arriverait à le faire, est-ce qu'il y aurait quand même des problèmes que ça poserait ou ce serait vraiment Alors pour le super à Ouais, tous alors les pour le coups? coup non, c'est vraiment cool parce que ok, ça génère un petit peu de radioactivité, mais normalement c'est la radioactivité qui est contenue dans l'enceinte du réacteur. C'est des ordres de grandeur en dessous de ce qu'on peut faire avec de la fission. En termes de déchets générés, en termes de dangerosité, c'est vraiment en dessous. Et comme je viens de le dire, en fait, c'est très 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 compliqué de faire de la fusion. Et donc en fait, dès que tu as le moindre problème, la moindre instabilité, le moindre trou, le moindre ce que tu veux, la réaction elle s'arrête. Voilà, sauf si c'est dans Hmm. une étoile, parce que dans une étoile, bah, t'as la gravité, tout ça, mais sur Terre, on n'a pas ces trucs-là.
pas aux mêmes ordres de grandeur. Et donc sur Terre, c'est extrêmement compliqué de faire de la fusion. Il faut vraiment se casser le crâne. Il faut les meilleurs scientifiques du monde pour le faire. Et le moindre perturbation, ça s'arrête. Alors que la fission, c'est l'inverse. La fission, en fait, on crée une bombe et on va faire en sorte que cette bombe, elle explose pas tout de suite. Et on va mettre au contraire énormément d'efforts et d'énergie, de technologie pour ralentir ce processus-là d'explosion. Et donc en fait, à la moindre problème, c'est l'inverse, c'est que ça explose d'un coup. Donc en fait, là où la fission est intrinsèquement explosive, la fusion, elle est intrinsèquement stable. Donc demain, avec des centrales de fusion, bah, tu n'aurais pas ces problèmes-là de réaction en chaîne et de problèmes. Bon, par contre, tu as toujours de la radioactivité qui est générée à l'intérieur de l'enceinte du réacteur, mais c'est une fois de plus, c'est des ordres de grandeur en dessous de ce qu'on fait avec la fission aujourd'hui, et les risques que ça arrive dans l'environnement sont infiniment plus faibles. Et même si ça arrivait dans l'environnement, une fois de plus, ça aurait des dégâts, des conséquences infiniment plus faibles qu'aujourd'hui avec la fission, quoi. Donc c'est quand même une énergie qui est un peu presque parfaite sur tous les points de vue, quoi. C'est juste qu'aujourd'hui on sait pas faire, quoi. Enfin, on sait pas faire de manière. Et justement, pourquoi est-ce qu'on sait pas faire du coup? C'est quoi les aspects techniques qui nous restent à dépasser avant de pouvoir faire de la fusion? Alors. Une fois de plus, alors voilà, on sait pas le faire de manière contrôlée et continue. Donc aujourd'hui, on le fait très très bien dans les bombes nucléaires. On le fait très très bien en laboratoire, pareil, avec ce même principe. Alors, je vais peut-être commencer par ça en fait. En fait, il y a deux moyens essentiels de faire fondamentalement, la fusion, c'est quoi? La fusion, c'est comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, c'est tu prends deux noyaux d'un atome et ces deux noyaux-là, ils sont chargés positivement parce qu'ils ont des protons et donc ils sont tous les deux. T'imagines deux aimants plus que d'essayer d'approcher, ça veut pas, quoi, tu vois. Mais si tu arrives à les approcher assez proches l'un de l'autre, donc si tu arrives à surmonter cette force de répulsion, donc tes deux aimants tu forces très très fort, tu vas avoir l'énergie de cohésion au sein des atomes qui est valable à très très courte distance, qui va prendre le dessus sur cette force de répulsion. Et donc tu vas réussir à casser cette barrière et tes deux atomes vont fusionner. Mais du coup, pour arriver à faire ça, il faut que tu imagines que tu franchisses cette barrière-là. Et franchir cette barrière-là, ça demande de grandes quantités d'énergie. Et après, tu as les effets quantiques qui te disent, OK, peut-être que tu n'as pas besoin d'autant d'énergie, mais par contre, il va te falloir beaucoup de temps. Parce qu'avec les effets quantiques, tes atomes sont pas exactement, ils sont représentés par une fonction d'onde, donc ils sont pas localisés en un point. Ils ont une probabilité d'exister dans certaines zones de l'espace, et donc potentiellement, à un moment donné, en fait, ils vont exister l'un et l'autre suffisamment proches l'un de l'autre pour franchir cette barrière. Enfin, ils auront franchi cette barrière de manière quantique et pas par la force. Donc en gros, tu as deux manières de faire de la fusion, soit par la force, soit par effet tunnel en physique quantique. Sachant que la probabilité d'avoir un passage par effet tunnel et une fusion par effet tunnel est plus élevée si ton énergie est plus élevée, donc sa température est plus élevée. Donc en bref, deux manières de faire de la fusion, beaucoup d'énergie ou un temps très long, avec des atomes les uns à côté des autres. Du coup, nous, en fait, ce qu'on fait, c'est soit énormément d'énergie sur un temps très court, c'est une bombe nucléaire. C'est ce qu'on appelle la fusion par confinement inertiel, des quantités d'énergie astronomiques sur un temps infiniment court. Ou alors, c'est ce qu'on fait par confinement magnétique comme à ITER, c'est des densités d'énergie très très faibles, à des températures relativement élevées, 150 millions de degrés quand même, sur plusieurs minutes. Donc un temps qui est très long. À l'échelle de la physique, quelques minutes, c'est déjà pas mal. Et donc voilà, deux moyens de faire de la fusion. Dans les bombes, on y arrive très bien, mais tu imagines bien que c'est beaucoup d'énergie libérée en très peu de temps, donc c'est difficile d'exploiter. Et de l'autre côté, c'est qu'il faut arriver à maintenir, mine de rien, de la matière à 150 millions de degrés pendant plusieurs minutes dans un environnement qui est confiné. T'as aucun matériau qui survit à ça, quoi. 150 millions de degrés, c'est pas possible. Donc du coup, ce qu'on utilise, c'est qu'on utilise des champs magnétiques pour contenir et comprimer ce plasma. Et le problème, c'est que c'est pas stable, quoi. T'imagines, on apprend encore à le faire, on apprend encore à le faire, donc on sait pas encore complètement le faire. Le plasma, il est instable, il va avoir tendance à se disrupter, c'est-à-dire à passer à travers le champ magnétique, à casser le champ magnétique. Et donc voilà, aujourd'hui, c'est la première difficulté qu'on a, c'est d'arriver à contenir ce plasma-là, malgré des réactions de fusion, malgré une très haute température sur un temps suffisamment long. Et après, il y a un deuxième problème, c'est qu'une fois que ta réaction de fusion, elle arrive, elle va libérer de l'énergie. Et aujourd'hui, elle va libérer l'énergie sous forme de neutrons dans les réactions de fusion qui nous intéressent. Et ces neutrons-là, ils vont avoir une très grande énergie. Ils vont partir à une vitesse incroyable et ils vont aller taper dans les parois de ton réacteur. Et aujourd'hui, on n'est pas très sûr de comment on va gérer ça, quoi. C'est-à-dire que la paroi de ton réacteur, très très vite, en fait, elle va se faire vaporiser. Et vu le prix de la paroi du réacteur, ça devient très très vite, en fait, pas du tout rentable.
Voilà, c'est qu'aujourd'hui, imagine qu'il faut que tu remplaces ton réacteur j'en sais rien, toutes les heures, ça le fait pas, quoi. Donc on a essentiellement deux gros problèmes aujourd'hui. C'est un, qu'on tire ce plasma, et deux, ensuite arriver à faire des parois qui soient capables d'extraire l'énergie générée sans s'autodétruire. Alors on n'est pas complètement à poil non plus, on a des idées, on sait à peu près ce qu'il faut faire, et c'est justement tout l'enjeu de ITER de faire ça, quoi. Et puis, c'est quoi plus ou moins, tu penses, la date à laquelle on arrivera à faire ça de manière vraiment efficace, quoi, pour remplacer les autres énergies finalement? Alors, il y a deux façons de répondre à cette question. Il y a la façon historique et puis la façon prévisionnelle, annoncée. ITER, eux, ce qu'ils disent, c'est que d'ici 2050, 2060, ils auront démontré que ça marche et qu'on pourra lancer la construction du premier démonstrateur industriel qui s'appellera DEMO, qui sera au Japon, à partir de 2060. Donc on peut dire l'objectif de ITER, c'est de te dire en 2100, en gros, on a des réacteurs nucléaires de fusion à disposition, on sait faire, voilà, c'est la technologie, elle est rodée. Après, tu as des startups un peu partout dans le monde, mais bon, surtout aux États-Unis, ou des startups ou pas d'ailleurs, même Lockheed Martin, ils avaient un design, je crois qu'ils ont toujours un projet. Eux, ils te disent non mais ne vous inquiétez pas les gars, nous on a tout compris. Dans 5 ans, on a un réacteur à fusion qui tient dans un camion. Bon bah c'est jusque-là toutes ces annonces là de 10 ans, il y a 10 ans, il y a 5 ans, c'était complètement craqué. Ça s'est jamais arrivé. Moi, les experts avec qui j'ai eu l'occasion d'en parler, et puis quand je te parle d'un expert, c'était l'ancien directeur du projet ITER, quoi, donc pas n'importe qui, et qui disait non mais ces projets-là, c'est n'importe quoi, c'est pas pour rien qu'on fait ITER, quoi. C'est que c'est pas si simple que ça, et que ces mecs-là, en fait, ils savent pas ce qu'ils savent pas, quoi. Donc ils prêchent par ignorance, et ils passent un petit peu par toutes les étapes par lesquels sont passés le reste de la communauté scientifique. Alors après, ils sont pas à l'abri de faire une découverte, d'avoir une bonne idée, une idée de génie, ou de pouvoir tirer profit d'une nouvelle rupture technologique. C'est pas ce que je dis. Mais ce qu'on a vu dans la fusion depuis en fait 50 ans, c'est que, en gros, depuis que la fusion existe, on dit qu'on aura de la fusion dans 50 ans. Et tu vois bien le problème, c'est qu'en fait, plus on apprend sur la fusion, plus on se rend compte que c'est compliqué, plus on découvre de nouvelles difficultés, et plus du coup ça retarde voilà le moment où elle sera disponible. Et moi j'ai un peu l'impression que toutes ces petites boîtes, toutes ces startups qui se lancent dans ces trucs-là, en fait ils passent un petit peu par le même processus de se dire ah bah oui en fait il faut qu'on fasse plus gros, ah mais du coup quand on fait plus gros on a ce problème là, et finalement voilà en rajoutant de la complexité parce qu'ils sont obligés, ils découvrent de nouveaux problèmes, et voilà. Donc pour répondre à ta question, on va dire que la timeline la plus réaliste c'est 2100, qui semble le truc un petit peu réaliste. Après, on n'est pas à l'abri que il y ait une rupture technologique dans un domaine, et que de manière imprévisible, ou en tout cas pour nous, imprévisible, que ça débloque un truc, et que du coup une startup arrive à faire une découverte de rupture, et voilà, quoi. Par exemple, on peut imaginer que demain l'IA arrive grâce à des nouvelles technologies, par exemple, de deep learning, ou d'autres technologies, d'autres nouveaux types d'algorithmes, ou par exemple l'apparition des ordinateurs quantiques, on arrive d'un coup à simuler les plasmas beaucoup mieux qu'avant, et donc du coup finalement à arriver à les piloter beaucoup mieux qu'avant, et donc finalement on arrive à passer cette première étape bloquante qui est aujourd'hui confiner le plasma. Après, on peut imaginer que demain on ait une découverte en matériaux, ou que pareil la simulation arrive à nous faire découvrir de nouveaux matériaux, et que ces nouveaux matériaux-là, finalement ça nous résolve le problème du confinement, de la paroi du réacteur. Après, tu peux imaginer aussi qu'on fasse une rupture technologique dans le domaine des aimants supraconducteurs, et que donc du coup demain on arrive à faire des champs magnétiques beaucoup plus intenses, beaucoup plus facilement que ce qu'on arrive à faire aujourd'hui, et que donc du coup ça permet de rendre possible des designs qui n'étaient pas aujourd'hui complètement viables, ou facilement mis à l'échelle à cause de cette problématique-là sur les aimants supraconducteurs. Donc voilà. De manière prévisible, on va dire, en combien de temps encore 73 ans, de manière voilà, la technologie est imprévisible, la technologie elle évolue de manière exponentielle encore pour l'instant, peut-être ça va arriver beaucoup plus vite, mais bon ça sera une surprise, quoi. Ok, intéressant, ça va être intéressant de suivre tout ça en tout cas, mais quelque chose qui je pense ça vaut la peine de le rappeler, c'est que ça va pas avoir d'influence directe en tout cas sur la crise écologique et énergétique
qu'on vit là maintenant, quoi. Donc, il faut vraiment mettre en place d'autres choses et pas juste continuer comme ça, business as usual, et puis imaginer que la fusion va tous nous sauver. Peut-être que ça sera le cas, mais pas tout de suite, quoi. Et puis, Ouais, il y ça a une autre arrivera question trop que tard. j'aimerais te poser. En fait, tu le disais dans ta présentation, c'est que tu avais participé au Y20. Donc, est-ce que tu pourrais Mhm. peut-être expliquer justement ce qu'est le Y20 et puis ben aussi quelles sont du coup ces recommandations par rapport à l'écologie? Ok. Euh, alors le Y20, donc c'est un groupe de travail du G20. Et le G20, donc vous savez, enfin, tu sais, c'est cette réunion des 20 pays les plus riches du monde qui se réunissent tous les ans et qui discutent de certains sujets très importants. Et ils se mettent d'accord et ils disent, OK, notre priorité c'est ça, là-dessus il faudrait faire ça. En tout cas, on partage notre vision sur tel et tel sujet, etc. La jeunesse du G20, c'est que c'était une réunion des banquiers centraux. Donc pendant très longtemps, en fait, ça a été quelque chose d'extrêmement technique, pas très populaire finalement en plus, hein, parce que ça faisait un peu les grands pays riches se mettre d'accord entre eux sans l'avis des citoyens, on voyait pas trop où c'était, en quoi c'était démocratique, etc. Donc c'était une instance qui était assez critiquée. Et plus ça a pris de l'importance, et plus c'est devenu d'une réunion de banque centrale, une réunion des gouvernements, des chefs d'État, etc. Et ils se sont dit, ce serait quand même bien d'inclure un petit peu plus la société civile dans ce processus-là de concertation et de concertation et puis de discussion à propos de l'état du monde et de ce qu'il faudrait en faire, quoi. Et donc du coup, ils ont créé petit à petit différents groupes de travail. Donc, ce qu'ils appellent des engagement groups, des groupes d'engagement. Donc, il y a le Women 20, donc pour des représentantes féminines, voilà, qui vont parler de problématiques, enfin, l'inégalité des sexes, pardon. Voilà, au niveau du G20, il va y avoir le Labour 20, donc les syndicats. Il va y avoir le Scientific 20, il va y avoir enfin plein de choses comme ça. Et il y a un groupe, c'est le Youth 20, donc c'est les jeunes. Donc, ils se sont dit, bah tant qu'à faire, on va donner la parole aussi aux jeunes en tant que génération. Ils sont concernés par justement les politiques publiques qu'on prend maintenant, puisque ça aura des effets sur eux plus tard, plus que sur nous. Et donc ils en ont fait un. C'était créé à l'initiative de la France d'ailleurs. C'était à l'époque où alors je sais plus si ça commençait avec le G7 ou le G20, mais c'était à l'époque où la présidence c'était française, à l'époque de Nicolas Sarkozy. Et donc voilà, ça a été la première année où ça a été mis en place. Et ça a bien pris, ça s'est vraiment institutionnalisé depuis. Et donc en fait, ce qui se passe, c'est que tous les ans, il y a les 20 pays du G20 qui vont choisir 3 jeunes de moins de 30 ans, qui vont les représenter et qui vont aller se réunir. Et en parallèle de la préparation du sommet du G20 qui a lieu en général à la fin de l'année, rédiger un communiqué pour transmettre certaines recommandations au gouvernement du G20, etc. Donc concrètement, comment ça se passe? C'est qu'en début de l'année, là-bas, ça c'était le week-end dernier, enfin il y a 2 semaines, la France a choisi les 3 Français à l'issue d'un processus compétitif, à l'issue d'un concours, les 3 Français qui auront représenté la France au Y20. Là, dans les prochains mois, ils auront toute une période de formation. Où, en gros, l'organisme en France, l'association en France qui s'occupe de recruter et de former les candidats, les représentants, voilà, va prendre en charge leur formation là, jusqu'au sommet. Un petit peu avant le sommet, les négociations vont commencer à avoir lieu. Donc on va commencer à prendre contact ils vont commencer à prendre contact avec les autres délégations, à commencer à prendre un petit peu la température, préciser leurs idées, comprendre quels seront les points bloquants, etc. Et ensuite, ils vont se réunir. Cette année, c'est en Inde. Ils vont se réunir pendant une semaine environ, tous ensemble, pour se mettre d'accord sur un communiqué. Où en gros, ils vont se mettre d'accord sur ce qui est important pour eux et qu'est-ce qui vaut la peine d'être communiqué au chef d'État. Tout au long de cette semaine de travail-là, ce qui est très intéressant, c'est qu'ils vont avoir un lien privilégié avec ce qu'on appelle les Sherpas des présidents. Donc finalement, c'est les représentants des gouvernements qui sont en charge de l'organisation du G20. Donc pendant toute cette semaine-là, ils vont être en contact avec des gens qui sont directement dans les cabinets des présidents. Ils vont pouvoir discuter avec eux, tester leurs idées, et tout en parallèle de ce processus-là de négociation, finalement avoir une discussion un petit peu, dans une certaine mesure, ouverte avec ces gens-là, et voilà, et faire passer certaines idées. Après, ça se passe pas que pendant le sommet. Dans le cas de la France, ça s'est passé surtout avant et après le sommet. Je sais que pour d'autres pays, ça se passe surtout pendant le sommet. Enfin voilà, ça dépend un petit peu de chaque pays. Et ensuite, on va avoir aussi, pendant cette semaine-là de négociation, beaucoup d'événements parallèles organisés avec des directeurs d'agences de l'ONU, par exemple.
la directrice de l'UNICEF, le directrice ou le directeur de l'UNESCO, le directeur de l'agence de l'ONU en charge de l'alimentation, enfin ce genre de choses. Et donc ça va être des espaces de discussion ouverts où en gros les représentants des 20 pays vont pouvoir interpeller donc ces leaders un petit peu quoi sur ce qu'ils pensent. Des fois ça peut être des ministres aussi d'ailleurs, sur ce qu'ils pensent sur certains sujets, leur soumettre certaines idées et voir un petit peu comment ils réagissent et en débattre avec eux. Voilà. Et donc à l'issue de cette semaine-là, ils produisent un communiqué et ce communiqué-là ensuite va être remis en personne à la présidence du G20. Donc bien en amont du sommet lui-même, et c'est un document qui servira de document support pour la préparation des négociations du vrai sommet avec les adultes entre guillemets, avec les chefs d'État, qui a lieu à la fin de l'année, quoi. Et voilà. Et donc c'est vraiment cool, hein, parce que alors déjà il y a déjà le vivre, c'est excellent, c'est incroyable. Et ça donne aussi une opportunité incroyable finalement de communiquer avec des gens à très très haut niveau et de leur soumettre des idées, d'écouter les leurs, de rebondir et de débattre avec eux. C'est une opportunité qui est assez incroyable. Et puis après, il y a tout le processus ensuite de service après-vente du communiqué quand chacun rentre dans son pays. Et nous, par exemple, en France, c'est des événements qui sont organisés avec des autorités publiques, par exemple à l'Élysée, ou avec le commissariat au développement durable, ou avec des parlementaires, des députés, des sénateurs, ce genre de choses, leur présenter le communiqué, en parler avec eux. Voilà, tout ça. Et si possible, on espère avoir une trace dans le communiqué final du G20 à la fin de l'année, quoi. Et puis ces recommandations, est-ce que justement elles sont prises en compte comment ça se passe Est-ce que tu as l'impression que c'est un petit peu juste du greenwashing en mode on montre qu'on réfléchit à ces sujets mais il se passe rien, ou bien il y a quand même certaines choses qui sont appliquées? Ah, mais je me rends compte que justement, oui, j'ai pas répondu à ta question sur les recommandations sur l'écologie. Alors chaque année, ça va changer. Avant de répondre à ta question, du coup, je rebondis là-dessus. Et Ouais. l'an dernier, par exemple, j'ai identifié. Alors après, c'est là où c'est intéressant, c'est qu'en fait, l'an dernier, ils ont décidé qu'il y avait 6 thématiques principales qui étaient d'intérêt, et sous chacune de ces thématiques principales, ils ont recommandé des mesures très techniques, très précises, que je vais pas passer 1 heure à détailler là, mais on mettra le lien du communiqué, pareil en description, et les gens qui veulent aller le voir, du coup, pourront aller le voir. Mais en gros, l'an dernier, ce qui était prioritaire pour eux, c'était de protéger les ressources communes, ce qu'ils ont appelé les Global Commons. Donc finalement, c'est les sols, la terre, l'air, etc. Enfin, pas de pollution. Transforming food systems, donc en gros faire en sorte que la chaîne, l'industrie alimentaire soit peut-être plus soutenable, moins polluée. Après, ils avaient mis aussi enabling sustainable production and consumption systems, donc pouvoir faire de la production industrielle de manière plus soutenable, on va dire. Accelerating the energy transition, donc aller plus vite pour faire la transition énergétique. Après, ils avaient mis renforcer la résilience of the built environments et aussi mobilizing sustainable finance, donc faire en sorte en gros, enfin voilà, donc ça c'était leur grand thème. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que sous chacun des thèmes, et là je vous invite à aller regarder parce qu'on va pas passer 1 demi-heure à tout détailler, il y a vraiment des mesures très précises où par exemple ça va être protéger 50% de la surface des mers et de la surface des continents et des océans d'ici 2035 par exemple. Ça va être faire en sorte que la consommation d'énergie fossile soit diminuée de tel pourcentage, telle date, ce genre de choses. Et on se rend compte que souvent le communiqué est beaucoup plus volontariste et va beaucoup plus loin que les politiques publiques aujourd'hui déjà mises en œuvre. Et après, du coup, est-ce que c'est pris en compte? Et là, oui, et peut-être pas. Alors, pour l'éléphant dans la pièce, pour moi, est-ce que c'est pas juste que les gouvernements ont mis en place pour se donner bonne conscience, faire dire à la population, ouais, écoutez les gars, on vous écoute, regardez, on a mis des jeunes là, ils nous ont fait un communiqué, on s'est pris en photo avec eux, regardez, oui, on vous écoute, maintenant foutez-nous la paix, cassez-vous quoi. Quoi, c'est un peu le premier truc qui me vient en tête, c'est un peu la crainte que j'avais au début. Et en fait, faut vraiment pas voir ça comme un communiqué. Le communiqué, c'est pas un résultat. Enfin, le Y20, c'est pas un résultat, c'est pas le communiqué, c'est tout le processus. Et ce processus de construction du communiqué, il se fait en discussion en fait avec les autorités de chacun des pays, quoi. Alors avec plus ou moins d'écoute. Tu peux imaginer qu'en France, quand tu soumets une idée qui va un petit peu plus loin ou qui est un peu nouvelle, en fait, on va potentiellement t'écouter plus que dans un pays plus autoritaire où au contraire t'as quelqu'un du parti derrière toi qui te dit non, oui, non, oui, et puis voilà. Et je te parle, ce que je te dis, c'est pas abstrait du tout, hein, c'est factuel, c'est vrai, ça s'est passé comme ça, quoi. Donc donc il faut pas voir ça comme voilà, certains pays on va avoir tendance à plus t'écouter que d'autres.
Les gens avec qui on est en contact, avec qui on co-construit le communiqué, c'est des techniciens, donc techniciens de très haut niveau, hein, politique, hein, dans les cabinets, ce genre de choses. C'est pas les politiques eux-mêmes. Donc c'est les gens qui vont aider ensuite les politiques eux-mêmes, le président par exemple, à énoncer ces mesures de politique publique. Donc ces gens-là, oui, tu peux avoir une certaine influence sur eux. Alors effectivement, enfin, c'est pas toi qui va révolutionner la manière dont ils voient le monde, c'est pas toi qui va révolutionner du jour au lendemain une politique publique, mais tu participes à ce processus de co-construction. Et là, tu peux sentir que vraiment tu as un impact, oui, parce que du coup, tu as l'espace en fait de débattre avec ces gens-là et tu vois que la manière dont ils voient les choses évolue au fur et à mesure de la discussion. Donc ça, c'est déjà la première chose. Un autre élément, c'était mon année, donc c'était les camarades qui étaient partis au Y7. Eux, carrément, Boris Johnson, il avait dit, telle recommandation sur la santé mentale, on l'a pris dans le communiqué du Y20, du Y7, c'était trop bien. Du coup, on la met directement dans le communiqué du G7. Voilà. Boris Johnson, il a dit texto, on l'a pris, on la copie-colle, on la met là, c'est génial. Donc voilà. Est-ce que par contre, est-ce que c'est une idée qu'il avait déjà en tête et puis du coup, enfin, tu vois, tu sais jamais, mais bon, ça fait en tout cas, ça te donne, une fois de plus, c'est pas un résultat, c'est un processus et ça te donne une chance de faire partie de ce processus-là. Et c'est là où je trouve que c'est très intéressant, c'est que tu peux, enfin voilà, tu peux vraiment débattre avec ces gens-là et puis voir un peu comment tes idées influencent les leurs. Voilà, ça c'est cool. Et puis après, bon, je vais parler des pays du G20. Une petite nuance quand même, qui est quand même assez intéressante pour ceux qui vont nous écouter, parce qu'il y a des gens francophones qui sont pas français, c'est que l'Union européenne a un siège. Et donc en fait, dans la déclaration du Y20, t'es pas obligé d'être français. Tu peux être, enfin tant que t'es citoyen de l'Union européenne, tu peux toujours postuler à la délégation de l'Union européenne. Et qui envoie pareil 3 personnes. Et donc ça c'est cool pour les Suisses et les Belges qui nous écoutent parce que les Luxembourgeois, enfin peu importe, enfin tous ceux qui parlent français, qui seraient pas français quoi. Donc c'est ouvert pour eux quoi. Les Suisses pardon, non, oui, pas Union européenne. Raté. Ah ouais, zut. Mais du coup les Belges. Ouais, raté. Du coup voilà. Mais du coup les Canadiens, voilà, les Canadiens aussi qui sont francophones peuvent. Ok, ouais. Excellent. Excellent. Voilà, donc pour répondre à ta question, c'est de la politique, tu sais jamais, mais en tout cas tu fais partie du processus quoi. Et après, c'est tout l'enjeu aussi de. Après, j'en parlais avec un de mes amis à moi qui vient d'être sélectionné pour cette année là, qui va faire partie de la délégation de cette année, et on se disait, en fait, est-ce que tu choisis de pousser pour une résolution qui est mainstream dont tout le monde parle déjà, ou est-ce que tu choisis une idée un peu plus subversive, novatrice? Et tu décides de la pousser au Y20. Et moi, mon opinion, c'est de dire, si tu dis, OK, il faut sortir du pétrole, et que tu reprends exactement les chiffres, et puis les deadlines que tout le monde pousse à droite, à gauche, oui, peut-être qu'à la fin, c'est ce qui sera accepté, mais est-ce que c'est grâce à toi ou pas? Enfin, sachant que le monde entier en parle déjà, est-ce que toi, qui as une chance assez exceptionnelle de faire passer de nouvelles idées, est-ce que tu vas choisir une idée qui est déjà mainstream, dont tout le monde parle, enfin voilà, ou est-ce que tu vas essayer de choisir quelque chose de plus original? Quelque chose qui est tout aussi important, ou en tout cas qui a une importance incroyable, mais qui est peut-être passé un peu sous le radar. Et moi, ça a été ma stratégie mon année, j'avais fait un mix des deux. Et moi, ce que je disais, c'est que tu veux vraiment avoir de l'impact au Y20, va pas chercher le truc dont tout le monde parle, va chercher le truc important qui peut-être est passé sous les radars. Parce que très souvent, les gens qui sont dans les cabinets, eux, ils ont des choses, ils ont des thématiques extrêmement larges à gérer, ils ont une quantité d'informations importante à gérer, et pour eux, c'est relativement facile d'avoir quelque chose qui passe sous le radar. Et donc voilà, moi c'était le choix. Et du coup, toi, c'est quoi les propositions les idées que justement peu connues que tu avais proposées? Alors moi j'avais repris une idée un peu quand même mainstream, c'était la transition énergétique. Mais pour le coup, l'approche que j'avais eue, elle était différente. J'avais dit, faut pas sortir du pétrole avec des critères dont on parle à la con. Faut pas faire du nucléaire avec des critères comme ça, un peu random. J'avais pris, il faut sortir du fossile, il faut faire la transition énergétique le plus vite possible. Mais c'est pas au niveau politique qu'on doit dire comment la faire. Il y a des gens dont c'est le métier, il y a des agences de l'ONU dont c'est la spécialité, et j'avais dit, en gros, regardez, il y a cette agence de l'ONU, l'Agence internationale de l'énergie, qui a fait une roadmap pour d'ici 2050 atteindre l'objectif climatique avec une transition adaptée. Et en gros, c'est hyper détaillé. Et en gros, moi j'avais dit, dans la méthode, c'est pas dans le débat politique où il faut dire il faut 90% d'éoliennes, il faut 100% de nucléaire, il faut 30% de panneaux solaires. Non, c'est pas au niveau politique, c'est au niveau technique où il faut se dire, ok, l'objectif politique c'est quoi? C'est sortir, c'est limiter le réchauffement climatique. Moi, j'avais justifié 1,5 degré parce que c'était ce que le GIEC recommandait pour limiter les impacts, etc. Enfin voilà.
Donc, moi, j'avais dit, l'objectif climatique, c'est de se dire, l'objectif politique, c'est de fixer un objectif climatique. Parce que tu veux compenser, enfin, tu veux limiter certaines conséquences sociales sociales et économiques. Et après, comment atteindre cet objectif? Bah, c'est pas au niveau politique, parce qu'au niveau politique, t'en sais rien, en fait. C'est un sujet technique. Et donc, du coup, c'était, voilà, référons-nous à ce que disent les techniques. Et puis, ça tombe très bien, on a l'ONU qui est là. Enfin, voilà, écoutons l'ONU, quoi. Donc, moi, c'était ma proposition. Voilà, faire la transition énergétique, mais pas n'importe comment, pas en débattre n'importe comment, se mettre d'accord sur les objectifs politiques et ensuite, confier la mise en œuvre technique à des agences, quoi. À des gens dont c'est le métier. Et une qui était un peu plus, on va dire, subversive, c'était les débris spatiaux et l'appropriation, en gros, des orbites basses par des compagnies privées, enfin SpaceX par exemple. Et donc en gros, moi je partais du principe qu'aujourd'hui, l'accès à l'orbite basse, l'accès à l'orbite de manière générale, c'est devenu une ressource commune qui est à la base de beaucoup des services. Donc en fait, c'est un environnement commun, c'est une ressource naturelle commune dont on dépend tous pour lutter contre le changement climatique, pour surveiller les effets du changement climatique, et puis dans notre vie de tous les jours, quoi, pour le GPS, pour tout ça, pour toutes ces choses-là. En fait, on se rend pas compte, mais tout ce qu'on fait aujourd'hui, à un moment donné, fait intervenir un satellite, à un moment ou à un autre. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est en train de tracher complètement l'orbite basse. Il y a de plus en plus de débris. On n'est pas très loin d'atteindre un effet exponentiel à partir duquel les débris vont générer des débris. Un scénario un peu à la Gravity, ce film-là, où en gros, bah, très très vite, t'as un nuage de débris qui devient incontrôlable et qui détruit, qui bloque en fait toute l'orbite basse. Donc nous, on n'est pas très loin de ce scénario. Il y a l'ESA qui essaye d'alerter sur le sujet. Mais moi, j'ai pu me rendre compte dans le processus justement du Y20 que c'était pas forcément un sujet qui était arrivé jusqu'à l'Élysée. Enfin, pas en tout cas de manière aussi claire avec les personnes avec qui j'avais parlé. Donc j'ai eu l'opportunité de faire remonter cette idée-là. Et effectivement, et c'est là où je vois que t'as un impact, où finalement, les gens ils sont pas bêtes quoi. Donc ce gars-là, il alerte là-dessus. Les gens dont c'est le métier, l'ESA par exemple, dit qu'effectivement c'est vrai, c'est un vrai problème avec des données chiffrées. Voilà, effectivement, merci, c'était passé sous le radar, quoi. Et après, il y avait aussi autre chose, c'est l'appropriation. Au-delà de ce nuage de débris-là, il y a l'appropriation par des entreprises privées, finalement du ciel nocturne. Alors en termes de nuisances visuelles, ok, ça peut paraître anecdotique, mais d'un point de vue culturel, c'est un certain impact quand même. Et puis surtout, la place, elle n'est pas illimitée, quoi. Donc une fois que tu as quelqu'un qui a balancé 200 000 satellites, 30 000 admettons, mais bon, voilà. Une fois que quelqu'un a pris toute la place, il a toute la place, quoi. Et dans un contexte de compétition économique, si tu laisses un acteur monopoliser une ressource stratégique et limitée, après en tant que pays, t'es un peu à poil, quoi. Enfin, c'est un peu pénible. Et donc j'avais dit, peut-être qu'attention, nous l'Europe, on n'a pas trop envie d'être en retard, parce que une fois que ça sera occupé, ça sera occupé, quoi. Et aujourd'hui, on fait rien pour se réserver une place. Enfin, c'est pas vrai qu'on fait rien, mais on fait peut-être pas assez. Voilà, donc c'était mes deux, on va dire, recommandations principales. Et puis les deux, les deux ont atterri dans le communiqué. Ok, excellent. Il a fallu négocier plus dur pour la deuxième que la première, mais Ouais, c'est vrai que la deuxième, finalement, on entend, quand on parle de protéger l'environnement, on entend très peu parler des débris spatiaux, alors que c'est un vrai problème aujourd'hui, quoi. Donc ouais, très intéressant. Et ça te va si on passe aux questions de fin, du coup? Non, vas-y. Parfait. Alors du coup, ma première question de fin, c'est donc plus global que juste l'énergie ou l'environnement, c'est vraiment le futur de manière générale. Est-ce que tu es plutôt pessimiste ou optimiste? Peut-être aussi si tu te fais une distinction entre du court terme, du long terme. Écoute, je vois pas comment ça pourrait bien se passer. mais c'est pas grave, ça ira. Ça ira, c'est pas grave. Non, c'est tellement, il y a tellement de chances que ça se passe mal que c'est difficile d'être optimiste. Mais d'un autre côté, dans l'histoire de l'humanité, il y a tellement de gens qui se sont dit, allez, cette fois-ci, on a atteint une limite, et puis à chaque fois, ça a été repoussé grâce à la technologie. Moi, je crois qu'il y a quand même une différence fondamentale avec les fois précédentes, c'est que cette fois-ci, si la technologie arrive pas assez vite, c'est pas juste que le développement de l'humanité sera limité, c'est que pour le coup, on va vraiment s'effondrer. Donc, c'est-à-dire que s'il y a 200 ans, la technologie mettait du temps à arriver, c'est pas grave, on stagnait au développement où on était il y a 200 ans, et c'est ce qu'on a fait d'ailleurs. On a stagné pendant des centaines d'années. Nous, maintenant, si la technologie arrive pas assez vite, on va pas stagner, on va s'effondrer. C'est ce qui me fait être potentiellement un peu plus pessimiste. Après, moi, par nature, très fondamentalement,
Je suis optimiste, donc même si ça se passe mal, ça se passera bien, c'est pas grave. Enfin, C'est pas mal, ça c'est pas mal. Et si je devais te forcer comme ça à imaginer un monde parfait, une sorte d'utopie, à quoi ça ressemblerait? wow. De l'énergie propre et limitée, qui soit répartie également euh, entre les êtres humains, quoi. Euh, pareil, donc quand même, enfin, dans un contexte où l'environnement est préservé, c'est-à-dire qu'avoir de l'énergie limitée qui soit répartie également entre tout le monde, mais de la terre est recouverte de béton, c'est pas spécialement ouf. Donc on Mhm. va dire, je pense, ouais, un cadre environnemental qui soit celui qui avait 100 ans peut-être, tu vois, enfin dans le monde. Je vais pas dire, j'allais dire en Europe, et non, en Europe c'était déjà la révolution industrielle, c'était déjà la tracherie, donc enfin voilà, un environnement propre, sympa, agréable, voilà, dans lequel on puisse s'épanouir, et pour autant en ayant de l'énergie à disposition de manière illimitée et propre, et répartie également, ouais, voilà. Mhm. Ouais. Et donc dans ce que tu dis, je trouve que quelque chose de fondamental, c'est non seulement réfléchir à comment justement avoir une énergie mieux qu'aujourd'hui, mais aussi comment mieux utiliser cette énergie pour pas que cette énergie soit utilisée finalement pour détruire l'environnement, parce Mm. qu'avec plus d'énergie, on peut aussi plus détruire l'environnement si on le veut. Ouais. Donc c'est aussi important de changer de paradigme et puis de réfléchir à comment utiliser cette énergie pour même peut-être améliorer l'environnement. Oui, et puis une fois de plus, Mm. hein, vraiment pas laisser quelques personnes s'accaparer cette énergie-là, quoi. Enfin, Ouais, c'est tout à fait. incompatible avec la démocratie, Et quoi. puis donc t'as dit pas mal de choses durant l'entretien. Du coup, on mettra tout ça en description. Est-ce que peut-être pour les gens qui voudraient aller plus loin, est-ce que toi personnellement t'as peut-être une présence en ligne que t'aimerais mettre en avant, ou bien si c'est pas forcément le cas, peut-être des livres, des films, des podcasts que tu pourrais recommander? Comme tu le sais, j'ai fait quelques podcasts avec la chaîne The Flares, avec Gaëtan. Donc peut-être Mhm. aller les regarder. J'avais fait aussi avec, enfin, j'avais enfin, participé au script, que ça soit de la relecture ou un peu plus sur certaines de ses vidéos, notamment une sur la fusion et une sur la transition énergétique. Mhm. Voilà, donc peut-être voilà sur avec la chaîne The Flares. Et après, moi, c'est à peu près tout pour ma présence en ligne. Moi, ce que j'inviterais les gens à faire qui s'intéressent à un sujet en particulier, c'est de regarder les liens qu'on mettra, et les ressources. Et puis après, pour ceux qui ont envie de faire la différence aussi, bah, Mhm. regardez cette année, c'est trop tard. Le Y20, la sélection est déjà passée. Mais regardez pour l'an prochain, les années d'après, quoi. Ça, c'est vraiment une super expérience. Voilà. Top. Eh ben, on mettra tout ça en description. Et puis, Ouais. finalement, ben, dernière question de fin. Est-ce que tu aurais comme ça une sorte de message à faire passer à l'humanité entière? Bon courage. Va falloir serrer les fesses, hein. Mais ça va être bien. Ça va être bien. Hmm. Ouais. Ouais, donc c'est la merde pour tout Je le pense monde, que mais voilà. Ouais. essayons de faire de notre mieux. Oui, alors voilà, en fait c'est vraiment ça, c'est-à-dire que c'est un challenge qui est compliqué, mais les solutions techniques elles existent. C'est juste qu'il faut arriver à se mettre d'accord politiquement sur quoi faire et comment le faire, et puis quand le faire Hmm. surtout. Et c'est pour ça que je trouve que des émissions comme tu les fais, elles sont très importantes parce que ça permet aux gens de se prendre conscience un peu que, enfin c'est pas sans espoir, mais il faut juste arrêter de se, enfin faut arrêter de dire bah demain on enlève toutes les éoliennes. Non, je suis désolé, enfin tu vois, c'est pas ça quoi. Et puis c'est de l'autre côté, c'est pareil, il faut arrêter de dire non le nucléaire c'est de la merde, on veut pas de nucléaire, ça tue des gens. Mais non, enfin Hmm. c'est débile. Il faut identifier politiquement quels sont les objectifs, qu'est-ce qu'on a envie de faire, pourquoi on a envie de faire, et après ensuite comment techniquement le faire. C'est pas au débat politique de régler ça, c'est à des ingénieurs. Et après les ingénieurs, on peut leur donner des contraintes. Un exemple que j'aimais bien donner, c'était on n'aime pas dire les déchets nucléaires, c'est mal, c'est sale, etc. Bon, en vrai, quand on compare à tout le reste, c'est pas sale. Mais par contre, ça peut poser un problème de conscience, de se dire, bah oui, on met la poussière un peu sous le tapis. Alors, c'est un peu plus compliqué que ça, on met pas vraiment la poussière sous le tapis, mais on pourrait se représenter les choses comme ça. Et ça, j'ai envie de dire, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas débattre dans le débat politique de quelles ressources d'énergie. Mais il ne faut pas débattre de la ressource d'énergie, il faut débattre de critères politiques. Est-ce que c'est OK ou pas d'avoir des déchets nucléaires enfouis à 500 mètres sur Terre dans un truc qui bougera jamais? Est-ce que c'est OK ou pas de continuer de cramer la planète avec des énergies fossiles? Et de toute façon, le jour où il n'y en aura plus, on sera complètement à poil aussi. Enfin voilà. Donc vraiment, mon message, c'est arrêter de...
arrêter de débattre des mauvais enjeux, quoi. Identifier ce que c'est les vrais enjeux. Et les vrais enjeux, c'est faire cette transition énergétique le plus vite possible. Et sur la manière de la réaliser, on peut donner des contraintes aux scientifiques, aux ingénieurs qui travailleront là-dessus, mais il faut laisser travailler les ingénieurs. Il ne faut pas dire aux ingénieurs, faut pas essayer de faire le travail des ingénieurs à leur place, quoi. Voilà. Par contre, il faut donner des contraintes aux ingénieurs. Ça, ils sont très bons pour les gérer. Fantastique. Merci Thibaut. Ouais, avec plaisir. Merci d'avoir écouté le Futurologue Podcast, le podcast pour comprendre les enjeux de demain.